Je vais passer la parole aux deux animateurs qui se sont proposés pour cette table ronde. Je vous en prie, c'est à vous. Allez, je lance les festivités. Nicolas? Ah, vas-y, vas-y. Alors, donc le sujet de ce soir, du coup, c'est le JDR et les tabous. Alors déjà, ben, on pourrait commencer déjà par souligner, il y a une apparente contradiction avec ces deux termes, parce que, a priori, le JDR, on pourrait voir ça comme un moyen d'émancipation assez puissant. On vit des aventures extraordinaires dans des mondes fantastiques, avec, bon, voilà, avec, il n'y a pas que des humains, il y a d'autres races, on peut faire de la magie, on peut combattre des monstres, on peut, voilà. Donc, on pourrait croire que le JDR fait la place belle à l'imaginaire et que du coup, finalement, voilà, on est juste là des joueurs et il n'y a pas de limite finalement. La seule limite, ce serait notre imagination. Et puis, bah, dans la pratique, on voit que quand même, on n'est pas tout à fait, comment dire, quand on joue au jeu de rôle, les biais qu'on a quand même dans la vie réelle se retrouvent dans le JDR, dans notre pratique du jeu de rôle. Et du coup, alors on peut déjà du coup faire la distinction entre deux types de tabous. Premier tabou, c'est les tabous qu'on ramène du monde réel dans le monde que l'on va explorer pendant le jeu de rôle. Donc ça, clairement, c'est les tabous, bah, c'est les tabous de la société. Donc ça peut être, là, pour le coup, ce sont les tabous qui sont listés dans le titre de la conférence, donc sexe, drogue, religion, santé, voilà. C'est les tabous, les sujets dont on n'a pas envie forcément ou dont on n'ose pas parler dans la vie réelle, et que du coup, on n'ose pas ou on n'a pas envie non plus d'amener dans notre partie de jeu de rôle. Parce que soit c'est des sujets trop lourds, soit on n'a pas développé un environnement suffisamment sécure d'un point de vue émotionnel pour pouvoir aborder ces sujets-là. Du coup, effectivement, on va pas les transférer dans notre partie de jeu de rôle. Et de l'autre côté, eh ben, il y a les tabous qui sont vraiment propres à la pratique du GDR, du JDR. C'est-à-dire que ce sont des tabous qui sont vraiment liés à la façon dont on joue, le format du JDR. Et enfin, dernier point qu'on pourra aborder avec Nicolas, c'est que ces tabous-là, du coup, alors, on pourra voir des façons comment dire, de les aborder, dans quel contexte on pourra les aborder. Et du coup, on pourra aussi, à travers le JDR, du coup, utiliser le jeu de rôle pour justement pouvoir aborder les sujets qui sont tabous dans la vie, dans la vie réelle, dans la société. Et donc voilà, utiliser le JDR comme moyen de dialogue. Voilà, à toi Nicolas, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, ouais, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je vais commencer par ta première remarque. C'est vrai que le problème des tabous, en fait, c'est que, évidemment, bon, comme tu l'as dit, c'est la collectivité qui les définit, les tabous. C'est pas une personne qui va définir un tabou. À la limite, la personne peut définir son sujet sensible, c'est-à-dire, moi, je ne veux pas parler de ça, on ne parle pas de ça quand je suis là. Mais c'est vrai que les tabous, c'est la collectivité qui les définisse. Et le problème quand on joue, enfin le problème entre guillemets évidemment, quand on joue au JDR, c'est que ce sont des êtres humains qui appartiennent à des collectivités avec des tabous qui vont se mettre à jouer. Donc le problème, c'est que les tabous qu'on a dans la vraie vie, ben, on les apporte dans le JDR avec nous. Et bon, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé de voir ça, hein, évidemment, mais c'est vrai qu'on pourrait se demander s'il y a un tabou et qu'un joueur, justement, ou une joueuse relève le tabou, ben, qu'est-ce qu'on va faire au final? Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les JDR, et tu l'as dit d'ailleurs, hein, il y a plein de sujets tabous qui ne deviennent plus tabous, en fait, des sujets tabous pour nous, qui ne sont pas tabous dans un JDR. Par exemple, je pense au JDR avec, vous savez, les apocalypses zombies. Il faut souvent trouver un vaccin, par exemple. Et le vaccin, en ce moment, bon, tout le monde le sait, c'est un sujet assez tabou, hein. C'est-à-dire, on va devoir trouver un vaccin pour sauver l'humanité, mais est-ce que tout le monde est d'accord au final pour trouver un vaccin, comme les potions de soins, et cetera? Bon, personne n'a débat là-dessus quand on joue à un GDR. Donc, effectivement, les tabous viennent de notre vie de tous les jours, mais ils sont sous une forme différente dans les jeux de rôle. Et c'est vraiment, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont déguisés, puisqu'ils sont toujours là et même apparents au final, mais quand on joue d'autres personnages, on peut passer
outre ces tabous justement et puis les ignorer complètement. Est-ce qu'on a des intervenants qui voudraient apporter leur aspect, mais vraiment dans les grandes lignes, en grosse masse, sur ce qu'on évoque là déjà dans le sujet des tabous, sachant que Victoria les a énumérés, mais on a volontairement mis des points de suspension pour dire que ça peut aller plus loin. Par exemple, le tabou, ça peut être l'argent. Alors, l'argent, c'est un sujet tabou en France. Dans le jeu de rôle, beaucoup moins, on se pose moins de questions. Les personnages peuvent être très riches. Dans les comics, ça marche. Dans les films, ça marche. Donc, en jeu de rôle, on s'en inquiète moins. Est-ce qu'il y a des approches complémentaires que vous voudriez voir abordées ou une définition un peu plus large que certains voudraient faire? Alors, je crois que, si je ne me trompe pas, Grégory avait, ou quelqu'un d'autre avait peut-être l'envie d'ajouter quelque chose. Alors, oui, alors, on n'en a pas parlé. Bah, ceux qui lèvent la main, je vous invite, bah, par exemple, on va commencer par Torquemada, je t'en prie. Tu peux ouvrir ton micro. Merci, je ne voulais pas passer devant Grégory, mais bon. Du coup, sur les tabous dont on parle, est-ce qu'on parle du tabou propre au jeu? C'est-à-dire, par exemple, moi, un de mes tabous dans le jeu, c'est le meurtre d'un PJ par un autre PJ. C'est quelque chose qui m'insupporte, voilà. Sauf si le jeu est comme ça. Bon, je pense à Paranoia, par exemple, qui est un cas à part. On a Cyclone, bon, il arrive que les PJ se tirent dessus, c'est rigolo. Ça fait rire toute la table. Bon, c'est un petit peu un cas à part. Mais j'avoue que moi, c'est quelque chose que j'essaie d'éviter et pour prendre mon jeu bac à sable Donjons& Dragons, je m'excuse encore une fois de jouer à Donjons& Dragons, de maîtriser Donjons& Dragons, pardon la communauté rôliste, mais bon. Je permets tout désalignement. Par contre, voilà, je dis toujours aux PJ qui prennent un alignement mauvais, voire chaotique mauvais, mon Dieu, voilà, les joueurs de la table, c'est tes seuls amis sur cette planète. C'est ceux à qui tu feras confiance, à qui tu ne feras jamais de mal parce que ce sont tes potes. Tu vas peut-être les détrousser, tu vas peut-être leur mentir, mais par contre, tu vas toujours les protéger, les sauver. Et ça passe. Et du coup, bon, ben, c'est comme ça que je me retrouve avec des groupes très hétéroclites, un petit peu comme on a dans les bons romans de fantasy, où tu as toujours généralement le benet, le roublard, le vrai roublard, qui va faire des trucs dans le dos du groupe, mais par contre, qui aura une forme d'affection pour les membres du groupe avec qui il est, et à qui il ne fera jamais de mal. Même, il va aller, des fois, trucider des gens parce qu'il trouve qu'ils sont une mauvaise influence sur les membres de son groupe, ouais, des choses comme ça. Bon. Ce qui peut amener des scènes de roleplay assez rigolotes. Voilà. Donc, est-ce qu'on parle de ce genre de tabou-là qui peut amener après des tensions à table, et ça j'en ai déjà vu, ou est-ce qu'on parle juste de tabous ou des choses qui, dans la vraie vie, nous plaisent pas? Bon, par exemple, je sais que j'ai un de mes très bons amis qui est maître de jeu, il est vraiment anti-violence à fond. Je veux dire, il nous fait une maîtrise des parties qui sont extraordinaires. Bon, la violence existe, mais sans dire qu'il fait une ellipse dessus, il est très narratif. C'est la violence à la Star Trek, si vous voulez, la série originelle. Voilà. Moi, j'avais proposé de faire une version un peu plus dark, un peu plus sombre, et il refuse. C'est pas son truc, c'est pas son truc, ce que je comprends tout à fait. C'est une forme de tabou pour lui, c'est que moi, je vais être beaucoup plus dark Sasuke dans la violence que je vais montrer. Voilà. Donc, est-ce qu'on parle de ça, en fait? Voilà. Est-ce qu'on parle du coup du tabou dans la façon de jouer, ou on parle du tabou qui va, en fait, avoir une incidence réelle, concrète, de joueur à joueur dans une partie? Je rends le micro et je vous remercie de m'avoir laissé parler. Alors, bon, vite fait comme ça, après Grégory pourra prendre la parole. En fait, on parle des deux, parce que les deux vont influer dans notre pratique du jeu de rôle. Les deux, bah, exactement par les exemples que tu as dit. Le tabou de la vie réelle, donc les tabous type, voilà, les sujets qu'on ne veut pas parler, que ce soit la violence, le sexe, il y en a qui ne veulent pas trop l'aborder, ils vont faire des ellipses et puis pas trop en parler. Donc ça, il y a des scènes, parce que forcément, il y a des scènes où d'un moment, on peut toucher à ces sujets-là. Donc effectivement, comment on les aborde, comment on esquive s'il faut esquiver, enfin voilà, dans quel contexte. Donc ça joue, et effectivement, c'est ce que je disais. Ce dont tu parlais par rapport, par exemple, au meurtre de la violence entre PJ, les conflits entre PJ, ça aussi c'est le tabou, et là c'est vraiment le tabou lié intrinsèque, peut-être pas intrinsèque, mais vraiment spécifique au JDR. Si on faisait pas une partie, on n'aurait pas ce tabou-là qui existerait. Le tabou est créé par le JDR, par la pratique vraiment, comment dire, on est plutôt dans le méta à la limite. C'est-à-dire que voilà, c'est le fait de, effectivement, les relations entre joueurs, qu'est-ce qui est possible ou pas, qu'est-ce qu'on accepte ou pas, et notamment, effectivement, un des gros tabous du jeu de rôle, c'est ça, c'est la mort des PJ.
soit par un autre PJ, ou même notamment le tabou du TPK, le Total Party Kill. Parce que là, effectivement, il y a toutes les questions. On a passé tant de temps, tant d'heures ensemble, et l'idée de voir du coup, toute l'équipe se faire décimer par d'un coup soudainement, et puis l'aventure s'amuse comme ça. Et là, il y a plein de crispations, il y a plein de frustrations, donc ça aussi c'est un tabou. C'est est-ce que le PJ il est invincible et du coup bah on trouve toujours des stratagèmes pour faire en sorte que le PJ il passe près, mais quand même il termine l'aventure, ou est-ce qu'on accepte que oui, à un moment, le PJ si peut mourir et peut arrêter l'aventure, et dans ce cas-là, le joueur doit du coup bah, créer un autre personnage et dire adieu à son ancien personnage. Ça c'est vraiment un tabou, c'est vrai, c'est un des grands tabous du jeu de rôle, effectivement. Ouais, il y en a un paquet. En fait, on se rend compte que je vais pas dire qu'il y a autant de tabous que de personnes, mais si quelqu'un a une aversion profonde, alors je veux dire, pour les choux de Bruxelles, bah, pour lui, ça va être tabou. Mais bon, c'est une petite parenthèse pas très utile pour le débat. Et je vois que Charles Sauva est arrivé. Si je ne me trompe pas, il fait partie des co-animateurs de cette rencontre. Oui, donc Charles, tu n'hésites pas à ouvrir ton micro et ta caméra si tu le souhaites, si tu es OK pour partager ton image. Et puis on va continuer dans ce cas-là. Et Euh, évidemment, ah, le voilà, je t'en prie. je me permets juste. Je fais partie de la même équipe avec Nicolas et en fait, il souhaitait principalement parler du sujet à ma place. Et c'est pour ça que je lui ai laissé ma place. On fait partie de la même équipe. Il est même juste à l'étage en dessous. Du coup, on est dans le même appartement et c'est pour ça il représente notre groupe, notre projet. Et je pense qu'il est beaucoup plus qualifié que moi sur le sujet. Du coup, Eh bien, je lui écoute, laisse la parole. bah, c'est parfait. Merci à toi de ces précisions. De rien. Alors, merci Charles. Je suis pas sûr d'être beaucoup plus qualifié que toi, mais merci beaucoup. Euh, S'il tape du pied au plancher, tu sauras qu'il y a un problème. je sais qu'il y a un problème. Si je l'entends, littéralement, je l'entendais en train qu'il est en train de nous parler, je l'entendais aussi. D'accord. Ce que vous avez dit par rapport aux joueurs qui tuent d'autres joueurs, ça me rappelle une anecdote. Avec Charles, justement, on regarde une série qui s'appelle Harmon's Quest. Et généralement, ils ont des guest stars. Et il y avait un acteur très connu dont le nom m'échappe totalement. C'est celui qui fait Castle, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus. Et son seul souvenir qu'il avait du JDR, c'était une partie qu'il avait faite avec ses amis quand il était adolescent. Et il s'est souvenu d'une bagarre en fait, qui a eu lieu entre deux frères, littéralement dans la vraie vie, hein, pas les personnages. Les deux frères se sont battus parce que le MJ avait tué son personnage. C'est-à-dire le grand frère avait tué le petit frère, je crois. Et donc, ils se sont battus. Et c'était son seul souvenir du JDR. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander, eh bien, quelle image on a du JDR, en fait, si on part sur ce genre d'a priori, en fait, où les joueurs sont tellement impliqués dans leur personnage qu'ils vont en venir aux mains dans la vraie vie pour essayer justement de régler cette histoire. Le MJ tue un joueur, évidemment, c'est toujours triste et on essaye d'éviter ça, mais c'est peut-être pas une raison non plus pour en venir aux mains dans la vraie vie. Alors, si Victoria veut réagir sur cette histoire de personnage tué, je t'en prie. Sinon, moi, j'aurai un commentaire là-dessus. Alors moi, c'était juste pour rebondir sur l'anecdote que tu viens de donner, Nicolas. Clairement, si ça tourne comme ça à la bagarre au point, c'est que il y a eu un défaut de communication quand même avant. C'est surtout ça en fait. Tout justement, le tabou n'existe que parce qu'il n'y a pas de dialogue, parce qu'on parle pas, parce qu'il n'y a pas de communication. Dès qu'on parle, dès qu'on met les choses au clair, qu'on dit ok, bon, moi, à la limite, que mon PJ meure, ça va, mais si c'est par un autre PJ, ça marche pas. Direct, voilà. On établit le cadre, on dit ce qui est acceptable ou pas. Et du coup, après, une fois que le cadre est défini, là, on peut s'éclater. Et en toute sécurité, surtout, on est sûr voilà, de pas blesser quelqu'un, de pas mépriser les sentiments de quelqu'un, parce qu'il y a quand même encore une fois, hein, on passe quand même beaucoup de temps avec nos persos et on s'y attache. Il y a quand même il y a une notion sentimentale quand même derrière tout ça. Donc c'est pour ça, c'est pas. Je pense qu'il faut faire aussi attention au fait que c'est pas quelque chose de trivial. C'est pas quelque chose comme ça d'anodin, genre oh ouais c'est bon il est mort, c'est pas grave. Ça c'est pas la mort. Ça c'est ça c'est la phrase qu'il faut absolument pas dire en JDR. Genre c'est pas la mort, c'est bon, remets-toi. Non, bah si.
Si, si, parce qu'on a tendance souvent à se projeter un peu quand même des choses personnelles sur nos personnages. Donc, c'est sûr que de le voir comme ça, alors, du coup, le voir mourir déjà, bah, il peut y avoir une souffrance, parce qu'il y a un petit deuil quand même qui se fait. Parce on s'était imaginé, putain, on va continuer les aventures, puis il va se passer ça, je vais pouvoir faire ci, ça, et puis là, bam, d'un coup, il n'y a plus rien. Parce que bah, le personnage est mort. Donc, il y a quand même, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas anodin ça, c'est pas trivial. Et donc, du coup, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, notamment, c'est la responsabilité du MJ, là, je pense, particulièrement, pas que lui, mais quand même plus lui, c'est de quand même prendre le temps, au moins en début de campagne et puis régulièrement, de rappeler, voilà, de prendre un temps comme ça en dehors du jeu pour être d'accord, pour que tout le monde se mette d'accord, pour que tous les joueurs soient d'accord, pour qu'on sache les limites, ce qui est acceptable ou pas. Et dès qu'il y a un dialogue, d'un coup, on voit que les tabous, ils s'effritent direct et il n'y a plus de, voilà, il y a plus de frottement et il n'y a plus de dissonance. Voilà. Alors peut-être, on va passer peut-être vite fait la parole à Grégory avant qu'il parte. Il voulait intervenir depuis un petit moment. Hop. Oui, bonjour. Moi, j'ai une petite question que je m'étais posée. Donc, je suis auteur d'un jeu dans lequel il y a un chapitre de 4 pages sur le sexe dans les parties et comment il doit être géré. Mais je ne pourrais pas trop intervenir parce que j'attends quelqu'un. Une question que je soulevais dans un encart, c'est celle de l'origine du jeu de rôle et de son origine anglo-saxonne et protestante. Et donc du fait que effectivement on ne parle pas de sexe dans le jeu de rôle, et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ou très peu finalement. J'ai une liste de quelques jeux qui en parlaient, mais elle était infime, euh, où on en parlait sérieusement et de façon normale. Je ne parle pas des jeux où on parle de fabriquer des soldats dans son royaume ou de choses comme ça, hein. Je parlais de relations amoureuses ou de relations sexuelles, les deux. Et je vous laisse ça pour éventuellement broder dessus sur l'importance de l'origine anglo-saxonne et protestante du jeu de rôle, même si après il est passé par la Californie et ainsi de suite, et si dans les règles des jeux auxquels on joue, et notamment dans celles du jeu auquel on joue le plus et qui ont évolué avec le temps, il n'y a pas une forte influence de tabous finalement qui ne sont pas des tabous européens, c'est-à-dire des tabous qu'on va retrouver dans le cinéma anglo-saxon, qu'on va retrouver dans la littérature anglo-saxonne, et donc dans le jeu de rôle anglo-saxon, et donc dans le jeu de rôle qui s'en inspire, et qu'on ne trouvera pas dans les romans, dans les romans plus européens, et ainsi de suite. Donc oui, le côté américain et le côté anglo-saxon et protestant. Voilà, hop, patate chaude, vous débrouillez avec ça, et je vous souhaite une super bonne soirée, parce que je vais partir incessamment sous peu, et je vous regarderai sur YouTube pour savoir ce que vous en avez dit. Merci. Merci Grégory. Alors je vais laisser quelqu'un bien mémoriser la patate chaude puisque moi je voudrais réagir à ce qui a été dit avant concernant le tabou de la mort des personnages. Je voudrais apporter un contrepoids à ça. Alors moi en jeu de rôle je m'investis beaucoup en tant que joueur ou même en tant qu'MJ. Je pense que les deux vont sans doute de pair. Et j'ai rejoint une table de Pathfinder, une table assez conséquente où on a une quantité de morts de personnages assez effarante. J'avais vu ça nulle part ailleurs. Et sincèrement, ça m'avait surpris. Et puis, en réfléchissant un petit peu à ce qui se passe quand on joue, c'est-à-dire que maintenant, pour s'éloigner du jeu de rôle, quand on est en train de jouer à un jeu, quand on joue à pile ou face, quand on joue aux échecs, quand on joue aux dames, quand on joue au road de rail, quand on joue à des jeux de société, finalement, dans l'expérience de jeu, on est aussi en train de participer à quelque chose dans le but de savoir si on va gagner ou perdre. C'est partie du jeu. Il y a des tas de concours. Par exemple, un match, une activité sportive, bah, il y a une équipe gagnante, une équipe perdante, et c'est pas très grave. Alors c'est vraiment frustrant de perdre, mais ça fait partie du frisson que le jeu peut donner. Si je suis en train de jouer au tennis ou à la pétanque, encore une fois, je sais que ce n'est pas du jeu de rôle, loin de là. Le jeu de rôle est au-dessus de tout dans mon échelle de valeur, mais ça fait partie du sel. Et finalement, cette table de Pathfinder où on doit vraiment faire très attention aux personnages, être prudent dans la technique, dans les choix, dans les actions, parce que l'univers est volontairement avec un setting dangereux, on le prend en compte, et ça nous amène également à des situations de roleplay, c'est-à-dire qu'un personnage avec lequel on a joué longtemps,
et donc qui a laissé une marque dans la guilde où sont les aventuriers, bah, on reparle de lui. Et le fait que le personnage soit mort, bah, il existe encore dans le cœur des autres personnages ou dans le cœur des joueurs. Mais voilà, j'ai un avis différent sur le fait qu'il faudrait jamais mourir, jamais perdre son personnage. Je sais que c'est un avis qui n'est pas partagé. Évidemment, faut être d'accord, faut être en phase avec le reste de la table. Mais perdre son personnage, avoir le moment où il est avec des points de vie bas ou des situations qui vont pas bien, ou un moment la poisse, eh ben, je pense que c'est pas grave. Et après, ça nous ramène également sur du système, sur le fait de tricher ou pas avec les dés pour empêcher la mort d'un personnage. Ben, étant donné que je suis d'accord avec le fait de jouer à un jeu dans lequel mon personnage peut gagner, mais il peut également perdre et il peut mourir, eh bien, je serais plutôt partisan de laisser la mort arriver et de ne pas tricher avec. Soit on décrète qu'il n'y aura pas de mort, et dans ces cas-là, on ne fait pas semblant qu'on va tuer le personnage pour finalement ne pas le faire, soit on accepte le fait qu'il va y avoir des morts et on triche pas sur le fait que ça arrive. C'est frustrant, ça va créer de l'émotion. Moi, je sais qu'un personnage sur la table de Pathfinder, et après je vais rendre la parole, avec lequel j'ai beaucoup joué, j'ai pondu, je sais pas, 40 pages de texte qui étaient des textes immersifs, qui mettaient en valeur les autres, la relation de mon personnage avec un PJ féminin, c'était très fort. Le jour où je l'ai perdu, j'ai eu un bleed conséquent qui a duré une semaine et je m'en rappelle encore. Mais c'est bien aussi. Donc, ce tabou-là, finalement, une fois qu'on passe outre, euh, c'est, euh, on se rend compte que ça va. Et j'oserais même dire, je suis peut-être parmi les plus âgés qui sont présents à cette table ronde, que même le tabou de la mort qui nous renvoie à notre propre existence, eh bien, on y réfléchit, on ne les réfléchit pas. Et une fois qu'on est à l'aise avec ça et qu'on l'accepte comme étant un élément de la vie, on est mieux dans ses baskets. Voilà, voilà. Et donc, si quelqu'un veut répondre à la patate chaude déposée auparavant dans le four, il n'hésite pas. Alors, moi, j'aimerais d'abord te répondre à toi avant de passer à la patate chaude. Moi, je suis d'accord. Effectivement, ce tabou-là de la mort du PJ, je pense qu'il faut pas avoir peur de l'aborder. Et je pense, effectivement, tu as raison. Le fait de savoir que, quand même, le PJ peut à un moment mourir et du coup, l'aventure s'arrêter pour lui, ça rajoute effectivement de la profondeur à l'aventure, au jeu, au roleplay. Et ça rajoute de l'enjeu, effectivement. Parce qu'au bout d'un moment, des fois, on se retrouve, moi, ça m'est déjà arrivé, dans des parties où normalement le PJ aurait dû mourir, sauf que personne n'a assumé, pas même le MJ, et du coup il y a eu un petit peu de, voilà, il y a un petit peu de magouille, un petit peu de, de voilà, on a fait ah là pas, mais finalement ça va, le sol s'est pas dérobé, c'est bon, tout va bien, voilà. Donc du coup là d'un coup effectivement en fait la crédibilité en fait l'immersion est totalement cassée, totalement brisée. Parce que là, d'un coup, bah oui, on a triché à nos propres règles. Donc, du coup, après, bah, voilà, d'un point de vue immersion, d'un point de vue cohérence, ça marche plus. Donc, je pense, effectivement, moi, je suis plutôt du genre, je suis plutôt d'avis, effectivement, oui, à accepter que le PJ puisse mourir, mais par contre, si ça arrive, que ça arrive de manière, comment dire, que ça soit géré de manière, comment dire, enfin, digne, enfin, que ça soit pas, que ça soit géré vraiment comme ça doit être géré, parce que c'est une mort, donc c'est un sujet qui, alors, peut-être pas aussi grave que dans la vraie vie, mais quand même. Donc que ça soit géré avec gravité, avec sérieux, comme il faut, qu'on prenne le temps à la fin de la partie, en dehors du jeu, ben, d'en parler, voilà, d'évacuer toutes les émotions qu'il y a pu y avoir autour de ça. Faire un feedback, est-ce que c'est une mort qui était utile ou pas? Est-ce que c'est une mort juste, parce que par exemple, moi je sais que j'ai failli avoir un petit piqué une fois, et là c'était vraiment juste une connerie quoi. C'est vraiment un joueur qui a fait une connerie de ouf. On avait tous les signaux rouges qui étaient là, genre il y a un piège, n'y va pas, n'y va pas, il y a un piège, on va mourir. Non, ne fais pas. On était carrément en train de lui dire. Il a totalement ignoré ces signaux. Il a fait bip, on est tous morts. Explosion, enfin, on a tous été inconscients. Et là, on a tous eu très peur parce qu'on s'est dit, mais là c'était là pour le coup, c'était le typiqué qui était impossible à accepter. Parce enfin, non. Enfin, on se disait que dans la vraie vie, non, on pouvait pas. De toute façon, dans tous les cas, on l'aurait empêché parce qu'on l'aurait attrapé, tout ça. Donc là, pour le coup, c'était une situation où non, la mort de nos PJ, là, c'était impossible. Donc c'est pour ça, je pense que la mort du PJ, faut pas le garder ça comme tabou.
Mais voilà, il faut s'y pencher sérieusement et voilà, avec sérieux, gravité, pour que ça se fasse dans des conditions je sais pas, dignes quoi, et acceptables pour que effectivement on puisse accepter cette mort-là et qu'on puisse passer ensuite à autre chose. Voilà. Donc voilà pour la mort du PJ. Torquemada, je crois, veut réagir. Alors oui, pour revenir, effectivement, la mort fait partie de la vie et des PJ, forcément. Après, concernant la mort, donc pour éviter le alors moi, c'était le syndrome Indiana Jones que j'avais eu une partie de l'appel de Cthulhu, ça m'avait marqué. En gros, j'avais un personnage que j'avais gardé pendant 2, 3 parties, ce qui est un record à l'appel de Cthulhu. Généralement, on a un générateur de PJ à côté parce que bon, on enchaîne un personnage par partie. Donc j'avais un vétéran et à un moment donné, on se retrouve dans un couloir, enfin une grotte avec un rocher, gros rocher qui nous arrive dessus. Ça évoquera beaucoup de choses à beaucoup de monde. Et donc, le maître de jeu nous lance à tous un jet d'esquive ou de chance, je sais plus. Bon, bah, tout le monde réussit sauf moi, je rate. Je me dis, bon, bah, je vais me prendre un coup de rocher, je vais perdre des points de vie et c'est pas grave. Non, non, Sprout, j'étais mort. Donc, bon, voilà, la partie avait commencé depuis 1 heure, j'étais ravi, super. Donc, en plus, comme il était loin de tout pour prétexter un autre PJ, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'ai passé 2 heures à surfer sur le web à côté. Je trouvais ça enrichissant. J'en ai beaucoup voulu sur la MJ. Et après, je me suis aperçu que d'autres systèmes de jeu, justement, avaient en fait, avait trouvé un système, c'est l'échec, enfin, c'est comment on dit ça dans certains jeux de rôle, donc c'est les dés qui incluent, c'est le oui mais, ou ça peut être aussi le degré d'échec. Par exemple, dans ce cas-là, l'histoire du bouton ou boum badaboum ou le rocher, bon bah tu rates, bon si tu as raté normalement, effectivement, tu prends un coup de rocher, tu as assommé, tes collègues te traînent, c'est la guerre et tout ça, mais t'es pas mort. Il faudrait vraiment que tu fasses un échec critique pour que tu finisses sous le rocher. Pareil, tu tombes d'une falaise, bon bah tu fais un échec, juste un échec classique, tu réussis à te raccrocher d'une main, tu tends dans le vide, et là, bon bah tu essaies de voir, tu arrives à, bon c'est haletant, tout le monde est un petit peu sur rien, au lieu de échec réussite. En fait, bon, au début, j'étais un petit peu contre parce que c'était une philosophie qui venait du monde de l'Apocalypse et je trouvais que bon, il y avait une espèce d'élitisme dans le système Apocalypse, bon, qui me déplaisait un petit peu. Mais je suis revenu sur cette position-là où je me dis qu'effectivement, une gradation dans l'échec ou la réussite peut amener une espèce de saveur dans le côté simulationniste des règles, et là, c'est vraiment le travail du MJ d'interpréter le résultat à la volée. Donc, soit de façon intuitive, le gars dit: «Ah mon Dieu, j'ai raté mon jet d'esquive, je me prends la balle». OK, donc tu prends une mauvaise éraflure sur le côté, tu retournes sur toi-même, tu tombes, tu as perdu tant de points de vie. Tu pas mort, mais au moins, bon, tu es inconscient par terre, le choc hémostatique et tout ça. Il a pris la balle, il a été blessé, mais bon, voilà, il s'en sort, hein. Le gars lui dit: «Bon, c'est bon, je l'ai eu», il s'en va, il laisse par terre, il laisse pour mort. La mort mystérieuse, hein, comme on utilise aussi dans certains jeux de rôle. C'est pas l'échec critique, et pareil pour la réussite, du coup, on peut comme ça distinguer la véritable réussite critique du juste: «J'ai réussi mon action». Ça, on le fait assez souvent, généralement, on a la réussite et la réussite critique, mais on a rarement, ce côté-là sur l'échec qui donne une seconde chance au personnage, en fait. Donc effectivement, je pense que dans la mort de PJ, ça serait un moyen d'éviter de le tuer bêtement sur un coup de dé. C'est vraiment très con dans une histoire de tuer quelqu'un où le maître de jeu, c'est d'obliger de tricher, de louvoyer. Il se dit, bon, effectivement, tu as été touché, tu es tombé ici, mais tu es encore là. Donc après, comment les autres PJ vont te sortir de l'état où tu es. Voilà, je rends la On parole. a, on a Grégory qui nous dit qu'il a quitté une campagne dans laquelle le MJ n'avait pas laissé son personnage mourir. Donc c'est assez incroyable. Juste et alors je vais vous prendre 2 minutes et après vous verrez Victoria et Nicolas pour si vous voulez changer de sujet. Mais concernant la mort d'un personnage, j'en ai eu un sur une campagne de Trône de Fer qui avait fait le tour de son personnage et qui m'avait demandé que son personnage meure. Et je lui ai dit d'accord à 2 conditions. Tu choisis pas quand et tu choisis pas comment. Et à un moment dans le jeu, il y a un adversaire qui ressemblait à une espèce de boss de fin de niveau, qui vient attaquer les personnages, qui étaient un peu sorciers. Là, le joueur se dit c'est le moment où je meurs. Il va l'attaquer avec sa rapière toute pourrie parce que ce n'était qu'un baladin. Il se prend 2 claques. Le méchant s'en va et le joueur en fait était triste parce qu'il s'est dit mais je comprends pas, je pensais que c'était le moment de mourir. Et lui voulait vraiment vivre quelque chose d'intense. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant de partir, ce méchant-là s'est adressé à un PJ qui était contre lui, enfin qui était le PJ qui s'est positionné
en protecteur, t'as fait du mal à mon copain. Et donc le méchant, en parlant, lui a dit, oui, je lui fais du mal, je peux le refaire, et toi, je vais te faire souffrir. Le PJ s'est contenté, le joueur et le PJ se sont contentés de se moquer du méchant, sauf que le méchant, pour ceux qui ont vu la série Trône de Fer, était capable d'invoquer une ombre comme celle que la sorcière rouge fait. Et donc, alors qu'on est dans une scène de feu de camp où j'ai baissé la lumière pour créer de l'ambiance, je leur explique qu'il y a un coup de vent et il y a un coup de vent, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. L'ombre prend forme parce que comme il fait noir, on voit pas grand-chose et transperce le corps et le cœur du joueur qui voulait mourir. Donc le joueur a été surpris, ça crée une situation de choc et de surprise autant pour lui que pour les autres. Et pour aller encore un peu plus loin dans la scène, j'avais une personne qui m'avait aidé, qui était une ancienne joueuse, qui était sa sœur. On avait enregistré une petite voix, et donc on avait coupé la lumière. Juste, il y avait la voix de sa sœur qui lui disait «Tout va bien, je suis là», parce qu'ils passaient leur temps à se faire des câlins. Donc, vouloir s'affranchir à tout prix de la mort peut perdre l'occasion d'avoir des scènes assez incroyables. Et c'est un joueur à qui on en parle de temps en temps. Et sachant que j'ai dû garder le secret pendant 2 jours sur le fait que c'est lui qui avait demandé à mourir, puisque je me suis fait défoncer par les autres joueurs, et notamment une joueuse qui l'appréciait beaucoup, bon, ma femme en l'occurrence, qui a été aux larmes le soir même et qui me dit, tu te rends compte de ce que tu as fait. Donc voilà, le tabou de la mort existe, mais on peut en faire quelque chose de chouette. Voilà. Alors, pour terminer sur le sujet de la mort, je pense qu'effectivement, ce qu'il faut pour que ça soit accepté, pour que ça soit relativement bien vécu en fait pour le joueur et enfin pour toute l'équipe, c'est que finalement cette mort elle soit accompagnée, qu'il y ait un contexte et que ce soit pas juste un événement ponctuel genre ah bon bah t'es mort allez on passe à autre chose. Qu'il y a un contexte un petit peu qui justifie cette mort, que oui, bah oui, c'est normal que tu sois mort parce que bah, voilà, t'as raté ton jet, donc t'as pas esquivé, donc effectivement, voilà, la balle est arrivée. On a essayé de te soigner, mais malheureusement, on n'avait pas, voilà. Utiliser le contexte pour bien montrer que oui, c'est pas une mort totalement arbitraire ou totalement, voilà, gratuite, mais que bah, tout le contexte, en fait, tous les éléments y a amené, c'était la seule issue possible. Et puis, bah, peut-être après aussi, continuer à faire vivre le personnage à travers le souvenir qu'en ont les autres, PJ. Faire des références à son personnage, s'il avait une quête, je sais pas, personnelle, peut-être continuer à intégrer cette quête personnelle dans la campagne. Enfin, voilà, pour que sa présence ne soit peut-être pas totalement perdue. Et comme ça, effectivement, le deuil, entre guillemets, du personnage peut se faire en douceur. Et puis, ce tabou-là de la mort, du coup, euh, fera naître moins de frustration. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet? Alors oui, vous avez évoqué tous, un peu tous et surtout dans le chat, des morts, assez épiques. La question des morts épiques, je suis d'accord, hein, si un personnage meurt, c'est pas un PNJ qui va mourir, hein. Il faut que la mort marque l'histoire, autant qu'elle va nous marquer nous. C'est quand même, on a quand même mis, beaucoup d'implications dans un personnage. Tout le monde, on en a parlé à plusieurs fois et puis souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que la première fois, pas les joueurs très confirmés, mais la première fois qu'on fait un JDR, souvent, en fait, on fonde notre personnage sur nous-mêmes, en fait. Et si on meurt avec ce personnage, ben, en fait, c'est comme si nous, on était morts, en quelque sorte, même avec les personnages qui ne nous ressemblent pas trop, hein. Donc, je suis d'accord, tout à fait d'accord, pour dire qu'un personnage doit mourir, évidemment. Par contre, là où on parle vraiment d'un tabou grave, c'est quand ça met des tensions autour de la table. Là, je suis d'accord avec toi, Victoria, tu as dit qu'il faut initier le dialogue. Je suis d'accord, il faut initier le dialogue ou entamer une campagne ou une partie avec des joueurs, justement, qui, qui ont été en présence de la mort de personnages avant, ou alors qui, justement, se disent, bon, ben, si je meurs, c'est pas grave. Et d'ailleurs, quelqu'un a parlé de utiliser sa créativité pour refaire un nouveau personnage, je suis tout à fait d'accord. Et oui, si on fait un personnage, ben, en fait, on peut en faire une infinité. Et puis, qui nous dit qu'on n'aimera pas plus le prochain personnage? Évidemment, on a évolué dans un monde qu'on connaissait peut-être pas. Peut-être que justement, on veut se servir des choses qu'on a vues dans ce monde pour faire un nouveau personnage. Donc, la mort d'un personnage, ben, c'est pas notre, comme tu as dit aussi, c'est pas notre mort à nous.
c'est la mort d'un personnage après tout. Et peut-être qu'au final, la mort d'un personnage, c'est pas aussi grave, mais quand un autre joueur tue un joueur, alors là, ça peut partir très loin et même physiquement, hein. Alors maintenant, pour en revenir à la fameuse patate chaude. Alors, les origines ouais, anglo-saxonnes et protestantes du jeu de rôle. Alors, je pense pas avoir assez de connaissances honnêtement là-dessus pour vraiment, enfin, en tout cas spécifiquement l'influence protestante anglo-saxonne sur le jeu de rôle. Je vais pas pouvoir forcément trop discuter sur ça. Par contre, ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, bah, les personnes qui écrivent des jeux de rôle, que ce soit des univers ou des systèmes de jeu, ce sont bah, des personnes qui ont elles-mêmes des biais et donc des tabous. Et donc forcément, quand ces personnes écrivent des jeux de rôle, ces biais et ces tabous vont se retrouver bah, dans le contenu qu'elles produisent. Alors, soit ça se retrouve explicitement, euh, alors explicitement, quoique, non, au contraire. Souvent, finalement, si le tabou, quand le tabou va se retrouver, c'est parce que justement, ça va être une zone de flou, ça va être un sujet qui va pas être trop abordé par le système, par le règle de jeu ou par l'univers. Donc notamment, effectivement, les scènes de sexe ou de romance, et les systèmes de jeu ou enfin, les manuels de jeu qui font un chapitre sur ça, c'est vrai que je pense pas qu'il y en ait des masses. Donc du coup, finalement, la responsabilité revient du coup au MJ de réfléchir, voilà, j'intègre ces scènes de sexe et de romance dans mon jeu ou pas? Comment? Est-ce que j'arrive à les gérer ou pas? Les joueurs aussi, du coup, c'est à eux de voir s'ils sont à l'aise ou pas. Donc clairement, oui, les tabous, en fait, on va les retrouver vraiment dans le système de jeu. Par exemple, pour rebondir sur Cthulhu, Cthulhu, ce qui est bien, c'est qu'il y a un système. Cthulhu, vu l'univers, forcément, il y a la notion de folie qui est importante dans Cthulhu. Au bout d'un moment, si on voit trop de choses bizarres, le personnage, il pète un câble, il pète une durite. Et ça pour le coup, justement, le thème de la folie, de manière plus générale, la maladie mentale, c'est un thème finalement qui est assez peu abordé, et notamment par les systèmes de jeu. Les systèmes de jeu enfin, tous les systèmes de jeu n'intègrent pas forcément voilà, ce côté-là, maladie mentale, au bout d'un moment, ou le trauma, par exemple, l'influence du trauma sur le personnage. Donjons et Dragons, on vit des aventures qui peuvent être très très traumatisantes. Je sais pas, on peut voir des gens se faire, on peut voir des gens se faire massacrer devant nous. Enfin, on peut avoir un ami, un PJ, si un PJ meurt, on a un ami qui meurt devant nous. Et le système de jeu, en tout cas tel qu'il est écrit, donne pas trop de pistes sur comment intégrer ce côté-là du trauma, de la dépression, du deuil dans le roleplay. Donc du coup là, c'est clairement toute la responsabilité est au joueur et au MJ, est-ce qu'ils décident ou pas de le faire dans le roleplay, et c'est que du roleplay. Donc ça aussi, ça peut être une question, effectivement, c'est comment, est-ce que dans le système de jeu, on peut justement intégrer certains sujets qui sont peut-être un peu tabous, comme la maladie mentale, ou alors le handicap aussi, par exemple. Le handicap dans le jeu de rôle qui est assez peu, aussi pareil, assez peu abordé. Est-ce qu'on peut créer un PJ qui a un handicap? Pourquoi pas? Mais pareil, est-ce que le système de jeu le permet ou est-ce que dans ce cas, il faut se faire son propre système de jeu un peu personnalisé, tout ça? Ouais, Torquemada ou Nicolas? Alors Torquemada peut-être qui lève la main. Je sais pas, Torquemada, tu es avant moi dans le chat, tu as la main levée, du coup, j'imagine. Vas-y, il te laisse la parole. Il me laisse la parole? Ok, merci, je vois pas très bien, merci. Je suis d'accord. Après, moi, je pense que enfin, moi, je parle plutôt de la création du coup du JDR, mais je pense que les tabous ont tout leur place justement dans le JDR, puisque ça rend une collectivité plus crédible, les tabous, puisque toutes les collectivités ont des tabous, que ce soit des sujets ou des mots. Alors, je ne sais pas, par exemple, des factions ou des royaumes en guerre, par exemple. Peut-être qu'une faction va considérer que parler de l'autre est un tabou, alors que l'autre, pas du tout. Et là, immédiatement, les deux factions, les deux royaumes, on ne sait pas, hein, sont immédiatement plus riches. Ou même, par exemple, je ne sais pas, on passe dans un village où parler de sexe, c'est tabou, on va dans un autre village où parler de sexe, c'est pas tabou. Ben déjà, là, le monde est beaucoup plus complexe. C'est pas un monde qui a été créé par une personne qui a, bon, j'aime pas trop parler de tabou pour une personne, mais plutôt des sujets
des sujets qui font mal quand on en parle. Par exemple, quelqu'un qui ferait partie d'une société où le sexe serait tabou, ben, ça ne veut pas forcément dire que dans le JDR qu'il a inventé, le sexe est tabou, justement. Autant en parler dans un monde inventé si on ne peut pas en parler dans le monde réel, évidemment. Donc même les tabous de la langue, quand on invente une langue pour les tabous, je me demande si Tolkien l'a fait pour l'elfique, par exemple, j'irai voir d'ailleurs, il faut toujours trouver des mots qui sont tabous, des mots qu'on ne peut pas prononcer parce qu'ils ont une étymologie ou un passé qui fait mal quand on en parle. Donc à chaque fois qu'on va créer un tabou, ou alors à chaque fois que le MJ jouera donc un PNJ et dira bon ben là c'est un sujet tabou, désolé mais nous on n'en parle pas, et ben justement le joueur se dit ah ben ça c'est tabou dans leur société, pas dans la mienne en tant que joueur peut-être pas, mais dans leur société à eux oui. Alors moi en tant que joueur, ce que je vais faire c'est que je vais m'impliquer encore plus, je vais rentrer dans le jeu, sans vouloir faire de mots, je vais rentrer dans le jeu et je vais me dire, ah ben tiens, je suis dans un univers hanté par cette personne me dit par le biais d'un personnage que c'est tabou, donc je vais respecter ce tabou. Et ça, je ne vais pas dire que ça force l'implication, mais ça encourage énormément l'immersion dans un univers, à mes yeux, les tabous en tout cas. Oui, tu as totalement raison, moi je pense que c'est clair que pour, ah pardon, Torquemada, tu voulais parler? OK. De toute façon, ce sera rapide. Ce sera rapide. Oui, tu as totalement raison. C'est clair qu'il faut utiliser des tabous pour enrichir effectivement l'univers dans lequel on, on évolue. Parce que effectivement, en fait, en explorant les tabous, du coup, il y a plein d'autres. On explore en fait toutes les conventions sociales qui existent en fait. Donc c'est ça qui est bien. C'est que du coup, effectivement, bah, en imposant ce tabou-là pour cette société-là, en fait, d'un tabou en découle plein de normes, plein de conventions sociales, et du coup, voilà, on peut explorer, voilà, et qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que, si on met ce tabou-là, qu'est-ce qu'on a comme norme? Si on met ce tabou-là, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui se développe? Quel type de société qui se développe? Et du coup, alors, on peut justement, par exemple, si tu prends le village où on peut parler de sexe et le village où on peut pas, du coup, voilà, qu'est-ce qui en découle? Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Est-ce qu'il faut un équilibre entre les deux? Enfin voilà, on peut du coup enfin, explorer plein de choses et donc c'est vrai que il faut pas avoir peur, je pense, du tabou. Alors, je pense qu'il faut utiliser le tabou dans le jeu de rôle, mais il faut pas que le tabou, du coup, il faut avoir, faut pas que les rôles soient inversés. C'est-à-dire que faut qu'on puisse utiliser le tabou, faut pas que ça soit le tabou qui s'impose à nous et que du coup il n'y a pas de dialogue et que voilà que ça fasse des crispations et tout ça. Mais c'est clair que d'un point de vue exploration et roleplay, il y a plein de choses à faire autour du tabou. Allez, Torquemada, à toi maintenant. Bon alors, je m'excuse, hein, je reviens un petit peu sur la patate chaude pour commencer, hein, puisque ça commence à refroidir, sur le tabou du sexe notamment. Et j'ai remarqué que alors, ce n'était pas tellement dans le JDR où c'était un tabou en soi, puisque bon, il était toujours plus ou moins abordé de façon plus ou moins elliptique. Par contre, les grandes descriptions de scènes d'amour un petit peu chaudes et torrides, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, alors c'est peut-être une fausse impression, mais j'ai l'impression que les joueuses ont beaucoup moins de mal avec ça que les joueurs. C'est là où les joueurs vont rapidement décrire l'acte en quelques mots, de phrases très courtes, et encore, ils vont souvent être très elliptiques. J'ai assisté, enfin, la plupart du temps, les vraies scènes, de love, sexe, amour et tout ça, et bon, ça j'avoue que j'étais un petit peu mal à l'aise aussi parce que j'avais l'impression d'être un petit peu un voyeur, quoi. C'est plutôt le public féminin qui les décrit le mieux. Alors bon, je sais pas, voilà, c'est mon impression, mon prisme de perception, je peux me tromper. Et ce n'est pas un reproche, encore une fois, au contraire, ça prouve d'une certaine façon que les femmes ont une plus grande maturité sur le sujet que nous. Ils sont encore des adolescents. Après, effectivement, j'ai noté quelques petites choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Sur la santé mentale, il y a beaucoup de jeux qui l'abordent, en fait, plus qu'on ne le croit. Bon, l'appel de Cthulhu, c'est le plus connu. Warhammer le fait très souvent, puisque le chaos marque les esprits et les joueurs peuvent devenir neuneux, marqués par le chaos, avoir des folies, ce genre de choses. Même en V4, je crois que c'est maintenu, il me semble, hein. Enfin, vérifier, mais dans la V2, en tout cas, on peut très bien avoir un personnage qui vrille très rapidement. Stormbringer, pour les vieux comme moi qui ont joué à Stormbringer et à Elric aussi, ou à force de voir des entités non euclidiennes qui viennent t'accorder du pouvoir, du plaisir ou des choses comme ça. Bon, les personnages être plus humains que les Mélimoniens ou les Pantangiens peuvent devenir complètement fous aussi. Alors, c'était complètement absent de la première version des règles.
Et comme c'était devenu le jeu qui commençait déjà à acquérir une réputation d'usine à gros bis, on dit: «Bon, on va un petit peu serrer les vis parce que là, ça devient un peu du grand n'importe quoi». Donc effectivement, voir des entités non euclidiennes, bon, bah, ça tape sur le système. Le cerveau humain, il n'est pas fait pour ça. Après effectivement, alors qu'est-ce qu'on appelle aussi tabou dans un jeu de rôle? Effectivement, ça va être les règles de vie, le contrat social de l'univers où on est. Effectivement, donc parler de sexe ou pas dans un village, forcément. Alors pour ça, il y a quelque chose, un exemple qui me vient à l'esprit, qui est très bon. Je ne sais pas si vous avez lu le roman de science-fiction La guerre éternelle. Est-ce que ça vous parle? Grosso modo, l'humanité est confrontée à une menace extraterrestre, donc ils se font la guerre et ça dure et tout. Et en fait, le problème, c'est que des allers-retours font que, grosso modo, là où les soldats vieillissent très peu, quand ils reviennent, ben, leurs parents sur Terre ont beaucoup vieilli, en fait. Voilà. Et un jour, quand ils reviennent, les tabous ont complètement changé. Par exemple, pour réguler la population, on engage toute la, tout, 90% de la population est homosexuelle, gay. Voilà, comme ça, on régule, voilà, c'est comme ça. Donc, bon, effectivement, le vieux Brissiard, qui est le héros avec sa copine, bon, ils se sentent un petit peu. Voilà. Mais par contre, le vrai tabou, c'est le manque de place, parce qu'il y a vraiment trop de monde sur la planète. Donc, quand ils commencent à parler de logement, ils se rendent compte que les gens sont gênés et tout, et que la personne qui les a accueillis est vraiment très mal à l'aise avec ça. Alors que par contre, oui, oui, je suis homo, enfin voilà, c'est pour lui, pardon. C'est, ça fait partie, je dirais, de la vie de tous les jours et bon, il n'a pas la même pudeur à évoquer ce sujet-là qu'a le héros à en parler puisque bon, c'est quand même un roman qui date des années 80 ou 90, je crois. Il y a eu une adaptation bande dessinée, voilà. Donc effectivement, ces tabous-là peuvent être très intéressants. On retrouve ce biais je dirais, de déclencheur de narration dans Rêve de dragon aussi. Suivant les endroits où on peut être, bon, les hauts rêvants sont mal vus, les magiciens, mais il y a aussi des tabous qui peuvent être propres à certaines poches de rêve. Je vous rends la parole. Je vais réactiver le micro, ce sera mieux. Je voulais revenir aussi, peut-être vite fait. Alors là, j'ai envie de savoir un peu ce que vous pensez. Parce qu'on a parlé des scènes de sexe, mais aussi les scènes de romance. Est-ce qu'il y en a un qui est plus tabou que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile que l'autre à jouer? Enfin, qu'est-ce que... Moi, personnellement, je sais que autant... Oui, je pense que les scènes de sexe, je pourrais les roleplay, il n'y a pas trop de soucis. Je sais que... Ouais. Je sais que... Je sais que les romances, pour l'instant, j'ai jamais vraiment osé en faire. Romance entre PJ, je parle, hein, évidemment. Avec PNJ, il y a moins de... J'ai envie de dire, il y a un peu moins d'enjeux, donc c'est moins... Voilà. Mais romance entre PJ, moi, je sais que pour l'instant, personnellement, j'ai jamais vraiment osé. Parce que je me sens beaucoup plus vulnérable du coup. Et du coup, moi pour le coup, le tabou ce serait voilà, la romance entre PJ par exemple. Et alors que le sexe, bon, pas trop. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir vos réactions par rapport à ça. Merci. Je trouve ça super intéressant ce que tu as dit, puisque moi, justement, ben, je vois aucune différence auprès de mes joueurs, que ce soit homme ou femme. Tout le monde me décrit leur romance ou leurs ébats sexuels du premier bisou jusqu'à la fin. En fait, tout le monde est très très cru, tout le monde me donne beaucoup de détails. Et je sais pas, en fait, j'ai l'impression juste qu'ils ouais, juste ils s'éclatent en fait, ils couchent avec tout le monde, ils ont des romances avec tout le monde dès que ça les intéresse et je trouve ça très bien justement parce qu'on en parlait tout à l'heure de justement se lâcher parce qu'on ne peut pas le faire dans la vraie vie de parler comme ça, enfin peut-être pas en public en tout cas, bon entre amis oui évidemment. Mais justement oui, c'est super intéressant ce que tu dis parce que j'avais jamais pensé à ça, puisque moi j'ai jamais vu un joueur justement penser comme ça. Pour moi, tout le monde, justement, décrivait la romance ou le sexe de la même manière. Alors justement, ouais, je pense qu'on va continuer à dire nos expériences là-dessus, mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça et c'est super intéressant. Alors après, du coup, oui, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit un peu plus tôt, c'est-à-dire le fait de, pour pouvoir aborder un tabou, il faut, bah, voilà, faut sortir un petit peu, comment dire, en sécurité, quoi, d'un point de vue émotionnel, voilà, être sûr que, voilà. Donc après, c'est peut-être, voilà, j'ai peut-être pas encore trouvé le groupe qu'il faut, mais Mais ouais, pour le coup, ouais, c'est vrai que personnellement, effectivement, voilà, pour moi, les scènes de romance, en tout cas, romance avec PJ, je pense, serait un peu plus dur que les scènes de sexe. Et il y a une bonne question qui est posée dans le chat par rapport à ça. Et après, laisse parole à Torquemada. C'est est-ce que les tabous sur le sexe et l'amour changent lorsqu'on joue avec son compagnon ou sa compagne? J'allais en parler justement de cette question, elle est super intéressante, ouais. Vas-y, c'est à toi. Moi?
Alors, bon, ben, déjà, oui, effectivement, j'ai joué qu'avec des couples. Et est-ce que le, le tabou sur le sexe et l'amour change lorsqu'on joue avec son compagnon ou sa compagne? Alors, j'ai jamais vu un couple être en romance ou coucher ensemble entre eux, en fait. Ils couchaient toujours, je ne sais pas s'ils profitaient d'être avec des personnes fictives, mais ils allaient toujours voir ailleurs, en fait. Ils ne l'ont jamais fait entre eux. C'est pour ça que cette question, elle m'intéresse beaucoup. Merci, Mélissa, parce que j'ai jamais vu un couple de joueurs faire des activités de couple avec leurs personnages entre eux, en fait. J'ai toujours vu avec, je ne sais pas ce que vous en pensez, tout le monde, mais j'ai toujours vu ça avec d'autres personnages, des PNJ, donc. Bah écoute, c'est vrai que maintenant que tu le dis, et quand j'y pense, oui, les couples que je connais avec qui je joue, oui, a priori, ils ne jouent pas de. Ouais. Même des fois, plutôt au contraire. C'est limite, c'est un peu les deux rivaux ou c'est les deux qui s'entendent jamais. Donc, effectivement. Alors, après, j'ai pas l'impression que c'est parce qu'ils seraient mal à l'aise ou quoi. Je pense que oui, effectivement, tant qu'à faire. Comme c'est leur vie, je pense que leur vie quotidienne, ils ont envie de, je pense, peut-être de tester autre chose, je sais pas. Mais c'est vrai que. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, personnellement, ouais, c'est à peu près la même chose que toi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, justement, je pense qu'il n'y a pas de il y a pas de tabou et peut-être, enfin, attention, hein, c'est une hypothèse, peut-être que justement, ça nous encouragerait à, si on joue avec quelqu'un qui a l'habitude d'aborder ce tabou avec nous, c'est-à-dire la romance et le sexe, peut-être que justement, on en profite, on se lâche un peu à ce niveau-là. Bon, ben, cette personne-là, elle sait très bien comment je suis à ce niveau-là, du coup, j'ai rien à cacher, en fait, et je peux y aller. Peut-être que cette question, elle soulève des, euh, des attitudes propres, en fait, à des joueurs en couple, ou des joueurs ou joueuses évidemment en couple, qui jouent au JDR. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on a des témoignages voilà, de gens en couple qui, qui voudraient intervenir ou... Moi, j'ai un témoignage où je sais que Ah, j'ai été une fois assez embêté parce que j'étais toujours sur des tables où on a beaucoup écrit de textes et je sais que ma femme avait une histoire avec un PJ joué par un pote et il avait fait un texte qui était quand même assez gratiné, très osé et ça m'avait plutôt déplu. Donc j'ai eu l'occasion de lui dire où je trouvais que ça allait un peu trop loin. Voilà. Donc, est-ce que ça renvoie à de la jalousie ou d'autres choses, peu importe. Mais ouais, ouais, ça arrive. C'est toujours un peu embêtant en fait, parce que du coup, moi j'ai eu sur une table, bah, celle dont je parlais tout à l'heure de Pathfinder, mon personnage avait une histoire romantique qui a même été concrétisée avec un PJ féminin, incarné par une joueuse qui est elle-même jouée à la campagne avec son copain. Bon, il n'y a pas eu il y a pas eu d'histoire, pas eu de quiproquo, mais effectivement, il faut s'assurer que c'est OK et qu'il n'y a pas de mésentente et pas d'incompréhension. Et d'ailleurs, ces histoires-là, ça pourrait même mériter un autre sujet, mais il arrive que sur des tables, bah, ça éclate pour des histoires de cœur euh, ou d'autres choses. Mais voilà, sur des choses qui arrivent. Donc, à voir s'il ne faut pas déterminer que aller piocher dans le panel des gens qui sont là, c'est pas aussi un tabou pour vivre ses propres aventures personnelles ou romantiques. Alors, il y a Max qui lève la main. Max, vas-y. Bonsoir tout le monde. Alors j'ai une confession à faire. J'ai épousé une rôliste. Donc ma femme et moi, on s'est rencontrés via le jeu de rôle. Donc ça c'est le pire en plus. Et nous avons souvent joué ensemble des différents jeux de rôle, que ce soit grandeur nature ou jeu de rôle sur table. Et il y a comment dire une symbiose qui s'est créée. Et on sait très bien jouer nos personnages. Et ça ne pose aucun problème qu'on soit tous les deux joueurs ou qu'on soit moi le maître du jeu et elle la joueuse, parce qu'elle ne maîtrise pas, donc ça c'est quelque chose qu'elle ne fait pas, c'est son choix. Et on a même, voilà, il y a des choses par exemple, on a un tabou aussi comme tout le monde.
Par exemple, tout ce qui est violence sexuelle, on ne veut pas aborder, on ne veut pas entendre parler. Ce genre de choses-là, c'est tabou pour nous. Donc, on veut passer une bonne partie ensemble, avec tous les délires possibles, imaginables. Elle adore Cthulhu, donc c'est un des univers qu'elle préfère le plus. Et elle a déjà joué avec du Warhammer, elle a déjà joué à d'autres jeux, donc vous ne connaissez pas, donc je ne vais pas les citer. Mais ça fait quand même maintenant, on se connaît depuis 2007. Depuis 2007, on a fait tellement de jeux que je peux vous dire que ça n'a jamais posé problème et qu'on ne s'est jamais reproché quelque chose. C'est même parfois un élément sur lequel on se titille un peu. Ah, ton personnage, il a fait ça. Mhm. Et voilà, ça a créé une convivialité entre nous dans notre couple et c'est quelque chose de magique parce qu'en plus, pour la seconde petite histoire, on a même initié nos enfants au jeu de rôle. Oui, donc voilà, c'est une famille de rôlistes, ouais, cliché. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben, ici, moi, dans mon cas, c'est plutôt positif. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a un témoignage, ça peut aussi arriver, hein. Mais voilà, merci de m'avoir laissé la parole. C'est tellement mignon, c'est tellement mignon. Alors, moi, j'aimerais aborder un autre tabou. Alors, je sais je crois, il me semble qu'il y a eu, il y a, ou il, alors, il y aura, ou il y a déjà eu une conférence dédiée à ça. J'aimerais quand même un petit peu en parler. Alors là, ça risque d'être de faire controverse, mais le statut de MJ et notamment le MJ Pro. Le tabou, un petit peu quand même. Un petit peu, non, pas tabou, non, finalement, Si, si, d'accord. mais t'as raison d'en parler. On va avoir cette conférence qui aura lieu demain matin à 10 heures. Je serai là avec un petit sifflet si ça dégénère. Non, ça va être intéressant. Donc le mieux pour savoir ce qu'il en est ou peut-être avoir sa propre perception qui peut évoluer selon ce qui va être dit, bah, soyez présents demain. Alors, est-ce que si on fait un petit sondage ici, est-ce que le MJ Pro, pour combien d'entre vous, ce serait quelque chose de tabou? Et pour qui ça ne le serait pas, par exemple? Effectivement, on a John qui dit que tabou ou pas, bah, ça va dépendre de beaucoup de choses. Je crois que la notion de pro, elle induit une grande qualité et je vais même faire un parallèle, c'est-à-dire que dans le milieu du jeu de rôle, on est à un degré d'exigence élevé, c'est-à-dire que quelqu'un qui propose un jeu de rôle gratuit sur lequel il a passé du temps, eh ben, même lui, il a intérêt à ce que son jeu de rôle soit bien, qu'il n'y ait pas une faute d'orthographe, enfin pas trop en tout cas, que le texte soit justifié, que ce soit bien fichu, sinon il va se faire défoncer. J'ai pas d'autre mot que défoncer, parce que c'est la vérité. Alors imaginez quelqu'un qui aurait une activité payante ou qui fournirait un livre payant si jamais le livre a le malheur d'être bancal ou pas bien fichu ou truffé de fautes. Là, le couperet va tomber assez vite. Donc, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un tabou sur les procès d'intention qui vont peut-être un peu trop vite. Il vaut mieux, je crois, encourager les actions que les dégommer parce qu'à un moment, un truc n'est pas bien. Et je pense que les MJ Pro, quand bien même un MJ à un moment fournirait quelque chose qui me plaît pas, est-ce que c'est vraiment grave? Voilà, donc si d'autres personnes veulent réagir sur ce tabou, n'hésitez pas. Il y a Torquemada qui veut réagir, donc on va lui laisser la parole. Allez, Je suis désolé, j'ai vraiment l'impression de monopoliser le micro. Si je parle trop, vous me le dites et je on te, me on tais, te, hein. on te Il y a passera plein une d'autres facture, participants. on te Très bien. passera une facture de loyer, t'inquiète pas. D'accord. Dragan, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais dans ce que tu as dit, j'ai l'impression que tu confonds deux choses. La production d'un jeu de rôle et un MJ Pro qui va maîtriser les parties comme un animateur, en fait. Donc demain, je pense que la conférence, ça sera surtout sur cette thématique-là. On ne va pas parler de quelqu'un qui va faire son jeu de rôle, son petit bébé, qui va tenter après de le faire éditer. On parle vraiment de quelqu'un qui va être là en tant qu'animateur. Ça existe déjà depuis un petit moment. Bon, après, c'est vrai qu'il y a l'intervenant qui sera là demain, que je connais bien, et que moi j'apprécie, même je sais que si bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, a eu, je dirais, le courage de vouloir mettre une espèce de tarification, de faire des tests, de faire des allers-retours, de poser des questions, de faire un petit peu comment dire, une prospection de clientèle, en fait, voir qui serait intéressé pour faire MJ, qui serait intéressé pour payer pour une prestation, et lui-même a payé des MJ pour voir un petit peu ce qu'ils avaient dans le ventre et se faire en fait une fiche de notation. On est dans le cadre de l'animation, en fait. On n'est pas dans le cadre de je produis un jeu. Je connais d'autres personnes qui font ça depuis un petit moment. Alors c'est vrai que c'est plus du GN,
animation pour enfants, c'est il a quoi? Il a un pseudo compliqué, c'est une vie par Léon, quelque chose comme ça, qui fait beaucoup de choses avec les enfants, mais qui fait du jeu de rôle aussi, voilà. Donc qui est rôliste, hein, qui est assez rôliste et bon, lui, il pratique le jeu de rôle, GN pour enfants en camp, donc c'est un service payant et il gagne sa vie comme ça et ça se passe très bien et personne ne trouvera rien à y redire. Et là, dans le cas de la personne qui s'occupe, donc si on parle bien de Larry Gago notamment, lui, il parle de prestations de MJ, donc distanciel ou présentiel, on verra, mais pour l'instant, il est plutôt en distanciel, sur un MJ donc qui sera payé pour faire une prestation pour des gens qui n'arrivent pas à trouver des parties pour des raisons de réseau, social qu'ils n'ont pas ou qui veulent tester des jeux, mais que leur MJ ne pratique pas ou des choses comme ça. Donc là, après, il fait juste en fait, donc là, le tabou en fait qu'on a eu, c'était, peut-on noter quelqu'un qui va maîtriser une partie? Parce que bon, on a tous l'image du MJ, qui se paye ses suppléments tout seul, qui maîtrise comme il peut et après on trouve que c'est un peu quand même, voilà, il y a moi aussi au début, j'avoue que j'avais été un petit peu réticent sur cette histoire de MJ payant. Après je me dis: c'est de l'animation, c'est dans la grande sphère de tous les métiers d'animation et d'animateur. Pourquoi pas? Si quelqu'un est assez bon et se sent de se lancer là-dedans, de mon côté, je ne vois pas, ce qui l'en empêcherait. Après, c'est lui, il s'expose, il trouve ses joueurs. Si les joueurs sont contents, si le tarif leur convient, ben, ils reviendront ou pas. Voilà, c'était juste ça. Non, c'est juste pour revenir sur ce que tu disais, Dragan. Voilà, j'ai l'impression que tu t'es garé sur une fausse piste, mais je peux me tromper. C'est le problème de la Alors, communication je de vais français. reformuler des fois que d'autres personnes aient pu penser que je me sois trompé. Non, je ne faisais qu'une référence au fait que tu sais, il y a souvent des tas de conversations sur le MJ doit ceci, le MJ doit cela, il est responsable de ceci, il doit faire attention à la sécurité émotionnelle. On lui met beaucoup de choses sur le dos et à un moment, si on lui met trop de trucs, bah, lui ne s'amuse plus. Ça peut être compliqué et comme on dit que le MJ est un joueur comme les autres. Donc tout ça pour dire qu'on attend souvent plein de choses des MJ, on donne plein de conseils aux MJ et tout ça en fait. Alors le MJ c'est encore une digression. Ce que je disais juste c'est que on avait une habitude, mais là c'est de que mon ressentiment, je dis pas que c'est la vérité, c'est ma perception, à avoir un degré d'exigence élevé déjà pour quelque chose de gratuit, y Oui. compris pour un MJ qui fait jouer des parties gratuites. Et donc ce que je dis, c'est que quand c'est quelque chose qui est payant, alors là le degré d'exigence va être très élevé et que si jamais ça c'est bancal, le lance-flamme sera pas loin. Et je dis juste que c'est dommage de sortir le lance-flamme même si c'est payant, même si c'est moyen ou qu'on ne trouve pas que c'est super, c'est la seule chose que j'ai dit. Alors, on réécoutera plus tard si je me suis mal exprimé, mais si quelqu'un l'a compris autrement, j'en suis navré. Donc, j'espère que cette reformulation permet d'écarter tout doute là-dessus. Nicolas? Oui. Alors, oui, moi je suis d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exigences envers le MJ. Ça, je suis d'accord. On dit souvent que c'est le MJ qui anime la table. En fait, non, c'est tout le monde. Tout le monde anime la table, en fait. Et en fait, l'exigence qu'il y a sur le MJ, elle devrait être aussi sur les joueurs, en fait. Toute la table entière, en fait, devrait avoir de l'exigence. En fait, on devrait exiger des choses incroyables de toute la table. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en fait, il faut juste s'amuser. C'est littéralement un jeu de rôle, il faut qu'on s'amuse. Et bon, je suis d'accord pour dire que quand on paye quelque chose, bon, on veut que ce soit bien, mais le MJ, hein, c'est limite ça, sa définition, j'ai envie de dire, c'est qu'il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et là, c'est là qu'on retombe sur le sujet tabou, et donc le tabou sociétal. C'est que si, je ne sais pas, si je paye un MJ pour animer une soirée JDR et qu'il parle d'un tabou, et que là, un de mes amis que j'avais invité me dit: «Bon, ben là, il abuse un peu, moi, ça me gêne de parler de ça». Eh bien, j'ose espérer que le MJ, que je l'ai payé ou pas, attention, ça, c'est les MJ en général, eh bien, il va justement reculer. Il ne va pas dire: «Bon, ben ma partie, c'est ça, mon scénario, c'est ça, si vous ne vouliez pas vous trouver dans cette situation, il ne fallait pas jouer avec moi». Eh bien non, justement, ça, peut-être que ce MJ est excellent en qualité de maître du jeu dans l'acceptation la plus littérale, mais en tant qu'être humain, non. En tant qu'être humain, dès qu'on voit un tabou, il faut qu'on recule. Et c'est pour ça, je pense que c'est la seule, pour moi, c'est la seule exigence qu'on peut porter envers un MJ, c'est justement de ménager les joueurs. Alors, évidemment, l'exigence qu'on peut porter envers le joueur, c'est de ménager le MJ aussi. Et le MJ, il est tout seul devant plusieurs personnes. Alors, c'est pas très facile. Déjà, il ne faut pas avoir peur de parler, il ne faut pas avoir peur de s'impliquer, d'avoir l'air ridicule. Des fois, on bafoue,
on veut rendre quelque chose très épique, mais on bégaye. Alors, ben, c'est normal, en fait, on est des êtres humains qui parlent, donc c'est normal de faire ça. Donc, les exigences dans le JDR, je suis d'accord, Dragan, il y en a énormément. Et justement, il faudrait peut-être réfléchir à, ben, en fait, qui a le droit d'être exigeant. Pour moi, la réponse, ce serait tout le monde, soit personne, en fait, ne doit être exigeant. Voilà, pour moi, c'est ma réponse, en tout cas. Alors, pour terminer sur le sujet donc, du MJ payant, je pense aussi ce qui fait qu'il y a c'est un petit peu tabou, enfin, c'est plutôt même beaucoup tabou et qu'il y a beaucoup de crispation aussi, c'est que les gens se disent: «Mais» en fait, c'est la question de oui, de la crédibilité, alors oui, dans le sens où les gens se disent: «Bah, des MJ, on en a». Enfin, on le fait, enfin, ça se fait déjà, donc pourquoi d'un coup, lui, il arrive et il fait payer pour ce qu'on fait déjà? Donc effectivement, et du coup là, ce qu'il faut, et voilà, après on empiète un peu sur la conférence de demain, mais du coup effectivement, je pense que le, le- cette offre-là de MJ payant, c'est déjà effectivement, c'est qui propose sa disponibilité. A priori, si on paye, ça veut dire qu'il vient à l'heure et à la date qui nous arrange nous, et pas qu'il arrange lui. Voilà, déjà. Et ça pour le coup, je pense qu'on peut tous dire que les emplois du temps, c'est une galère. C'est une vraie galère. Voilà. Et puis évidemment, il y a tout un tas d'exigences après qui viennent avec tout ça, avec le fait d'être une prestation payante. Donc voilà. Mais je pense que je pense que c'est effectivement le fait que des MJ payants commencent à émerger, en tout cas en France. Ça se fait beaucoup d'ailleurs en ligne et chez les anglo-saxons et américains et UK. Ça se fait beaucoup. Sur Roll20, on peut regarder, il y a plein de listes comme ça avec des MJ payants. Et donc, je pense que dans leur culture, c'est assez, voilà, c'est très accepté parce qu'effectivement, il y a le côté un peu consumérisme, mais voilà. On a envie de faire une partie, on trouve pas de MJ, bah, il y en a un qui se propose, bah, on paye, tant pis, c'est pas grave, mais au moins on est sûr d'avoir notre partie, on est sûr voilà, on est sûr d'avoir notre partie, d'avoir notre expérience de jeu. Mais je pense qu'il faut pas. Là, pareil, qu'il y ait du débat, c'est normal. Qu'il y ait des craintes ou des inquiétudes ou voilà, des questions, c'est normal. Mais en faire un tabou, dire non, non, on n'en parle pas, je pense pas que ça soit une solution, au contraire. Je pense que c'est toujours. Moi, je suis toujours preneuse, dès qu'il y a des nouvelles idées, moi, je pense que ça peut qu'enrichir. Enfin, si c'est bien géré, si on en discute, ça peut qu'enrichir une communauté. Donc voilà, moi je fais plutôt appel voilà, à de la tolérance, l'ouverture d'esprit, et puis voilà, qu'on débatte, mais toujours dans le respect, et puis voilà, qu'on s'enferme pas chacun dans sa position, parce que ce serait un peu dommage. Voilà, alors est-ce que vous avez d'autres tabous comme ça que vous avez en tête par rapport au jeu de rôle, tout ça qu'est-ce que... Alors il me semblait avoir vu une question dans le... Ouais, Nicolas? Moi, j'avais vu une question super intéressante tout à l'heure. Je ne sais pas si désolé, hein, si je reviens vers un sujet qu'on a un peu oublié. C'était, hop, je remonte. Y a-t-il tabou à jouer une orientation sexuelle différente de celle de la personne qui joue le perso? Alors, je trouve cette question super intéressante parce que ça fait des années que je suis joueur et MJ et tout le temps, quasiment dans chaque campagne, il y a toujours une fille qui veut jouer un garçon ou un garçon qui veut jouer une fille. Et justement, je trouve ça très bien qu'il n'y ait aucun tabou à ce sujet parce que bon, la société évolue et de nos jours, on vit dans un monde enfin, qui devient de mieux, qui devient vraiment meilleur que ce qu'il était avant, où une fille peut se dire ah ben non, en fait, moi, je suis né garçon, je suis dans un corps de fille, mais en fait, je me sens garçon. Et c'est très bien de se dire ça. Et on peut justement profiter du JDR pour dire ben, il y a peut-être un problème. Vous voyez, moi, je veux être ça, ben, je suis ça. Et le JDR, justement, bon, je ne pense pas que ça va changer les esprits très rapidement, mais je pense que c'est une excellente manière, justement, de montrer ben, que c'est possible. Petit à petit, évidemment, que c'est possible. Et d'ailleurs, ces personnes n'ont jamais montré le moindre problème à, à avoir des romances ou des relations sexuelles avec des personnes, du coup, ben, de leur genre à eux, dans la vraie vie. Parce qu'ils étaient toujours. Après, je n'ai jamais eu de joueur ou de joueuse qui jouait une orientation différente, mais qui était homosexuelle. C'est dommage, ça aurait été super intéressant, mais je n'ai jamais vu ça. J'ai toujours vu, par exemple, des filles qui jouaient des hommes et qui voulaient coucher avec des filles. J'ai toujours eu cette configuration-là. Et c'est dommage parce que, bon, je pense qu'un jour je le verrai, hein, parce qu'il y a de tout toujours dans le JDR.
Je pense qu'un jour, je tomberai dessus, mais pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Et je trouve ça super intéressant, justement, de se demander si c'est un tabou, ça, justement. Est-ce que moi, par exemple, moi qui suis cisgenre, je me considère comme un garçon, est-ce que je peux jouer une fille? Ben oui. Enfin, je vois mal, en fait, un MJ qui me dirait non. Non, t'es un garçon, tu joues un garçon. Je vois très mal un MJ dire ça. Et d'ailleurs, enfin, de nos jours, peut-être qu'avant, ça pouvait se voir, mais de nos jours, et j'ose espérer que c'est plus le cas, mais je ne pense pas que ce serait possible de nos jours de dire non, tu es un garçon, tu joues un garçon. Et d'ailleurs, heureusement que ce n'est pas possible. Bah écoute, je pense que si c'est possible, puisque certains mettent ce verrou-là, c'est un contrat social à avoir avec la table de jeu. De la même manière, alors c'est peut-être pas une position, une réponse plaisante qu'on a envie d'entendre. Néanmoins, moi je peux pas ignorer qu'il y a des tables où ça se passe comme ça. Et on pourrait aller à ces tables-là en disant je suis un garçon, je veux jouer une fille et je veux que tu me laisses faire ce que j'ai envie, parce que c'est un jeu, parce que c'est mon droit. Le meneur de jeu ne peut pas imposer aux joueurs des choses qu'ils ne veulent pas. Et dans ce cas-là, bah, les joueurs peuvent partir. Ou à l'inverse, les joueurs ne devraient pas pouvoir imposer à un MJ ce qu'il ne veut pas, parce que si lui ne veut pas bouger, eh bien les joueurs vont faire autre chose. Donc, je comprends tout à fait le truc et de plus en plus, on va avoir cette ouverture d'esprit. Euh, Moi, par exemple, sur cet aspect-là, je suis un repenti, dans le sens où j'ai un degré d'exigence par rapport au jeu et au roleplay. J'ai envie que la partie soit bonne parce que j'ai été joueur sur des très bonnes parties. Donc, c'est vrai qu'une partie qui est foireuse où il y a 75% d'HRP pour 25% de enjeu, moi, ça me rend chef parce que j'ai pas beaucoup de temps, la famille, les enfants, le boulot. Et quand j'ai mes 4 heures de jeu, je voudrais, sur 4 heures de jeu, au moins jouer 3 heures, tu vois, et pas l'inverse. Bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai des attentes avec le jeu qui sont fortes, qui me regardent moi, bien sûr, hein, personne n'est pas obligé de les respecter. Mais il n'y a pas si longtemps, quand je voyais un joueur jouer une fille, je le regardais faire et j'y arrivais pas. Je me disais, mon Dieu, ça ressemble pas vraiment à une fille ce qu'il est en train de faire. Ou bien des fois, c'était un peu grotesque, c'est-à-dire que on avait un joueur qui jouait une fille, mais pour la transformer en espèce de personnage à la Sarah Connor avec des bretelles, le soutif échancré, mode bombasse séductrice. Du coup, c'était ok, tu as le droit de jouer une fille, mais peut-être qu'il faudrait le faire un peu mieux sans que ce soit un cliché. Alors, soit on est dans un jeu qui est totalement fun et décomplexé, où on dit des tas de conneries et c'est cool et c'est ok, mais si on est dans un jeu où ça peut gêner des personnes d'avoir des choses qui sont excessives, archétypales, tu vois, c'est comme jouer un personnage homosexuel avec un PNJ, mais d'en faire un truc qui est totalement grotesque et excessif, bah là, effectivement, ça renvoie à d'autres sujets comme le contrat social ou la carte X, mais on peut dire non. Et c'est vrai que moi, les fois où j'ai vu des joueurs jouer des filles, malheureusement, trop rarement, mais dans mon échelle de valeur, c'était viable ou c'était, ça fonctionnait. Maintenant, sur des systèmes de jeu où on va plutôt jeter des dés, faire de l'action, etc., si c'est que du fluff, c'est pas un souci. Du genre, bah là, le joueur, il a envie d'avoir une illustration d'un personnage féminin qui est chouette, c'est cool. Mais pour des interactions ou pour des scènes de jeu qui sont des scènes un peu romantiques, quand la scène romantique ne devient que de la bouffonnerie, je m'excuse pour ce terme, moi, ça m'embête un peu. Donc voilà pour mettre un petit contrepoint à cette chose. Et tant mieux, ça avance. On a une société qui évolue. Je suis très content de ça, y compris pour ma petite dernière. Donc je suis plutôt rassuré pour elle, pour l'évolution de la société. On est plusieurs à se déconstruire jour après jour. Je rencontre des tas de personnes sur All Event qui me donnent à réfléchir sur l'identité de genre. Donc c'est top. Donc ça avance bien. Et puis, bah, il y a des commentaires sur une femme qui joue un PJ mec. C'est juste un PJ classique en général. Enfin, voilà, j'imagine que ça peut faire réagir pas mal. N'hésitez pas, on est en toute confiance et bienveillance ici. Alors,
2 petites secondes, après je laisse Mélissa parce que ça va au moins qu'elle lève la main. Juste parce qu'il y a eu une petite, et après Torquemada évidemment, il y a eu une petite quand même confusion. Parce qu'au départ, la question c'était sur l'orientation sexuelle, et là on est parti plutôt sur l'expression de genre. Enfin, sur l'identité et l'expression de genre. Donc là, on fait comment dire, petite correction. Voilà, orientation sexuelle, donc plutôt, enfin orientation sexuelle amoureuse plutôt. Et donc le fait de jouer, d'être un homme et de jouer une femme, là on était plutôt sur la question du genre. Donc alors moi personnellement, a priori, j'ai envie de dire, effectivement, en tant qu'MJ, moi je serais plutôt d'accord à laisser effectivement un homme qui s'identifie comme homme et qui veut jouer une femme. A priori, ça me pose pas de problème, mais effectivement, il faut que quand il le fait, ça soit dans le respect, enfin, que c'est un intérêt roleplay. Effectivement, si c'est juste pour jouer le cliché ou pour jouer son fantasme, non, ça sert à rien, parce que là, du coup, on va tomber dans les clichés sexistes les plus, voilà, euh, les plus grotesques qui soient. Et donc, du coup, là, d'un point de vue, là, pour le coup, voilà, pour le côté sécurité émotionnelle, tout ça, bah non, toutes les femmes, du coup, on va être bien crispées, on va être bien comme ça. Donc non, effectivement, si on fait ce choix-là de jouer un personnage d'un autre genre que le nôtre, il faut que ça se fasse en pleine conscience. Qu'on ait du coup conscience quand même de tout ce qu'il y a derrière, des clichés qui se passent, des dynamiques entre genres, des dynamiques de pouvoir qui peut se passer, tout ça. Donc oui, moi a priori je suis pour, mais dans ce cas, le joueur il a intérêt à assurer derrière, et notamment, effectivement, c'était la remarque, je crois, dans les commentaires, c'était que souvent, une fille qui joue un garçon, la plupart du temps, elle va pas faire cliché finalement. Elle va juste, au contraire, en fait, plutôt, elle va juste vivre la vie qu'elle aimerait bien vivre, limite. Voilà, parce qu'elle aura pas du coup tous les biais sexistes qu'elle a dans la vie réelle. Donc limite, voilà, elle joue juste la vie qu'elle veut, avec juste un peu de là-bas, c'est tout. Et effectivement, l'inverse, souvent, des fois, on peut tomber dans le cliché où le mec où l'homme va jouer voilà, bah, le cliché de la bombasse, ouais, waouh, Lara Croft, quoi. Voilà, il va jouer Lara Croft parce que c'est son fantasme de ouf, et du coup, il y aura enfin, le personnage n'aura aucune profondeur. La seule chose qui le définit, bah, c'est sa féminité, mais sa féminité dans le sens le plus archétypal et le plus caricatural qui est ça. Et ça, clairement, on n'en veut pas autour d'une table, quoi, parce que là, du coup, on tombe dans les clichés, on tombe dans voilà, on retourne 50 ans en arrière, donc non. Donc voilà, donc si en tant que joueur, vous décidez de jouer, et même en tant qu'MJ, MJ, des fois, enfin, MJ, pour le coup, on est obligé, quand on interprète des PNJ, on est obligé du coup de faire tous les genres. Et donc, pareil, on a intérêt à garder en tête voilà, ces biais de genre, tout ça. C'est si je suis une femme, que je fais un homme, bah, du coup, ça veut dire que je vais pas interagir forcément de la même manière. Il faut que je sois consciente aussi, bah, si je fais un homme, si j'ai fait une société qui est très patriarcale et que je suis un homme, bah, je vais me comporter d'une certaine manière. Si au contraire la société que j'ai créée dans mon jeu est plutôt matriarcale et que je suis un homme, j'ai intérêt à avoir un component un peu plus, comment dire, peut-être un peu moins, un peu plus, peut-être un peu soumis. Enfin voilà, avoir quand même en conscience voilà, ces biais de genre-là. Et donc faire attention. Et je vais laisser du coup la parole à Mélissa parce que ça fait un moment qu'elle attend. Oui, ben, en fait, j'ai plus vraiment grand-chose à dire parce que tu as dit exactement ce que je voulais dire. Exactement, donc le fait qu'il y avait le genre et l'orientation sexuelle. Le fait que ben, quand on est MJ et qu'on pense pas forcément homme-femme, ben, les voix, tout se passe très bien et tout ça. Et dès qu'on passe en PJ pour un homme, dans mon expérience, je parle, je ne fais pas de généralité, ben, du coup, il y a la possibilité de prendre une voix aiguë ou bizarre pour essayer et très maniéré de parler, alors que j'ai vu d'autres hommes bah, jouer des PJ femmes, mais totalement, enfin, de manière totalement adaptée, et c'était très chouette. Et quand à table, je demande: «Tiens, pourquoi toi, tu ne prends jamais de femme comme PJ?» Ah bah non, je ne serai jamais à hauteur d'une femme, enfin un peu le sexisme ordinaire, parce que bon, il faut bien légitimer par des caractéristiques. Hem et puis se rendre compte dans sa phrase: «Ah oui, mais c'est vrai, mais qu'un tel à la table joue une femme, mais qu'en fait, il y a pas de différence». Oui, oui, et donc du coup, c'est juste du sexisme
qu'on a intégré et qui semble normal. Et j'ai déjà eu des tables où on ne pouvait pas choisir son genre. J'avais pas trop posé pour la question, donc du coup, j'avais joué sur d'autres trucs. J'avais pris une femme racisée, juste pour un peu voir un peu de diversité dans le truc et tout ça. Et au final, dès que c'était une femme, c'était encore une fois bah voilà, une voix un peu nunuche, et un personnage complètement, bah, enfin, irréfléchi, dans ses émotions, enfin tout le stéréotype. Et du coup, elle demandait au MJ: «Mais en fait, tu fais quoi? C'est quoi son problème?» «Non, bah non, elle a une gamine à protéger». «OK, bah, ça reste un être humain, enfin, il faut arrêter, le truc». Donc c'était un peu compliqué. Et au niveau du coup, de l'orientation sexuelle, bah, par rapport aux femmes, qui jouent des femmes et qui sont lesbiennes, moi j'ai toujours la peur, si un MJ, mec, gère, bah, que ça tombe un peu dans le truc bizarre, enfin voilà, je suis pas forcément à l'aise, tout ça. Si je le fais, c'est que c'est vraiment un ami et que je sais qu'il peut commencer à se déconstruire, mais je vais pas faire ça avec n'importe qui, parce que du coup, voilà, ça reste, la sexualité lesbienne est fort fantasmée par des hommes, et du coup, ben, voilà, c'est un peu compliqué. Et je pense que c'est tout. On se complète, voilà. Exactement. Bon, bah, désolée d'avoir ôté les mots de la bouche, mais ouais, je suis clairement d'accord. Et notamment l'orientation sexuelle, effectivement, ça peut être un sujet assez compliqué. Et là, ça reprend du coup, bah, toujours ce qu'on dit, c'est le dialogue, c'est-à-dire, voilà, c'est est-ce qu'on est dans un groupe où on peut suffisamment parler hors jeu, et c'est pour être en sécurité, pour se dire, bon, bah, c'est bon, on peut explorer, on peut jouer effectivement un perso homosexuel, tout ça. Et effectivement, là, pareil, encore une fois, il faut faire attention, parce qu'effectivement, on peut tomber. Alors, pour les lesbiennes, on tombe du coup dans le cliché, bah, pour le tout pornographique, quoi, en mode fantasme, ouais, trop bien. Et le pendant, c'est l'homosexualité masculine, pareil, très cliché, genre, voilà, voilà. Genre, voilà, voilà, le gay efféminé, voilà, ce sera donc un barde parce que bah, il est efféminé et voilà. Donc, pareil, toujours. Là, c'est des questions, pour le coup, effectivement, on aborde des questions qui, dans la vraie vie, touchent beaucoup de personnes qui peuvent être très sensibles et qui, du coup, peuvent affecter les joueurs et les joueuses. Et donc là, c'est à chacun de faire très attention. Et si on fait ce choix-là, c'est encore une fois en pleine conscience, en ayant conscience de voilà, tout le bagage qu'il y a derrière. Et moi, je suis plutôt, en tant qu'MJ, je suis plutôt tendance à laisser libre cours. Et donc, encore une fois, quelqu'un qui, par exemple, un hétéro ou une hétéro qui veut jouer un personnage homo ou bi ou quoi, a priori, je suis d'accord, mais si jamais ça part dans le cliché, ou si jamais c'est juste quelque chose qu'il prend parce il avait envie de faire un personnage un peu spécial, mais que du coup, c'est pas fait dans l'empathie, c'est pas fait voilà, avec la conscience de tous les biais enfin, qui peuvent exister, non, ça n'a aucun intérêt. Donc au bout d'un moment, je dirais, bah non. Soit tu le fais de manière sérieuse et digne, soit tu le fais pas. Parce que si c'est juste une blague, non, là, t'es en train de te foutre de la gueule de gens, de millions de gens, et c'est pas bon. Max a quelque chose à dire. Oui, et je crois que ça va te plaire, je ne suis pas d'accord avec toi. Démocratie. Alors, moi, je viens du jeu de rôle grandeur nature. Donc, ça dépasse le cadre de la table, ce que je vais raconter ici. Dans beaucoup de grands maslarps où je vais, pour les citer, Avatar et Ragnarok, il y a beaucoup de PNJ et de joueurs qui viennent. Mais on incarne pendant un week-end, soit plusieurs différents joueurs, quand on le perd notamment, soit plusieurs PNJ parce que leur gars veut qu'on fasse quelque chose. Dans ce cadre-là, comme je le marquais, j'ai vu de tout. J'ai vu de tout. Et rien ne m'a choqué. Et toujours par rapport à une scénarisation, toujours par rapport à des objectifs, toujours pour diversifier, pour montrer une vie, recréer. Au fait, c'est ça qui était magique dans le GN. Si quand tu es sur ta table, tu recrées avec ton imagination là, quand tu es en jeu de rôle grandeur nature, tu recrées avec ton corps, tes mouvements et tout ça et tes costumes. Et là, par contre, j'ai trouvé une diversité qui est très différente de ce que tu racontes. Oui, il y a des clichés, oui, mais ça fait partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout, comme si on avait un vrai microcosme humain, ou même elfique, ou même avec des gnomes, ou même des nains, ou même des orques. Tout ça est travaillé de manière très différente, ce que tu décris.
Et ça n'est pas fait dans le cadre de blesser, c'est fait dans le cadre d'enrichir et de montrer comment la société vit, comment elle se débrouille. Et par exemple, il m'est arrivé de négocier avec un représentant du dieu de la sexualité qui était efféminé, saupoudré à la manière du XVIe siècle comme les bons nobles, et qui, oui, il jouait l'homosexuel, mais il avait sa charte, et si ça, il le jouait bien. Et comme c'était le dieu de la sexualité, effectivement qu'il lâchait « aimez-vous les uns les autres », des choses comme ça. Mais ça faisait partie du rôle. Et ça n'a rien de choquant, en fait. Et c'est ça que je ne comprends pas pourquoi on devrait s'interdire de jouer des choses qui font partie de la vie. Il y a des comportements qu'on retrouve parfois dans les clichés qui existent, mais on ne fait pas que des clichés, on fait des gens totalement mélangés dans le style. Et notamment, dans le jeu de rôle Grande Nature en Belgique, en tout cas, c'est là que beaucoup de personnes de la communauté LGBTQ ont pu s'exprimer et jouer des personnages différents d'eux-mêmes ou incarnant la chose qu'ils voulaient incarner. Donc, et même jouant des personnages qui ne le sont pas. Donc, j'ai un peu du mal avec le fait que des choses devraient être vues comme sexistes ou comme autres, alors que quand tu construis finalement juste un personnage, et moi, je peux te construire comme ça sur un week-end, en tant que scénariste, près de 200 PNJ différents, avec des caractères et des manières d'être différents. Mais à aucun moment, on ne le pense sexiste. On dit qu'il faut enrichir, il faut diversifier. Il faut qu'il y ait quelque chose de différent dans le caractère, dans la manière d'être. C'est toute une organisation, au fait, pour montrer une diversité. Et donc, j'ai un peu du mal avec ce côté de voir les choses comme du sexisme ou comme on se fout de la... C'est ça que j'ai lâché la cage aux folles. J'ai des amis qui sont bi et qui font parfois les homosexuels, et ils le font comme dans la cage aux folles. Et tout le monde rigole parce qu'ils reprennent le même style et parce qu'on sait qu'ils le font pour déconner, on sait que ce n'est pas la réalité, on sait qu'on joue un jeu, mais on n'a rien contre les homosexuels. Voilà. Et eux non plus. Voilà. Et j'ai un peu du mal quand on dit que non, on ne peut pas jouer ce genre de choses. C'est pas à ma table. Ok, pas à ta table, c'est ton droit. Ça, je reconnais sans problème. Mais quand tu vas à un jeu de rôle grandeur nature, où on te recrée une société, une civilisation, on te recrée des villes entières, on va te mettre des types de personnages différents. Moi, par exemple, j'ai joué un orc intello. Quelle idée! Quelle idée! Tous les orques sauvages que je rencontrais étaient en train de me faire boire pour que je redevienne sauvage. Voilà, et c'est du jeu qu'on crée. Et c'est ce que je veux dire, c'est tout ne doit pas être vu négativement. Tout ce que l'être humain crée ou fait n'est pas forcément négatif. Et donc, il n'y a pas toujours une question de sexisme. Je vais prendre un exemple. J'ai un jeu de rôle Warhammer 40 000K où je vais jouer une archi-militante. Et j'insiste sur le te. Je vais être féministe convaincu défendant l'empereur. Et je vais jouer un personnage qui va défendre en disant que nous, les femmes, nous représentons mieux l'empereur que vous. Vous vous cachez derrière toutes vos règles, mais nous, on y va. Moi, j'ai survécu à des guerres, j'ai survécu des combats. Je joue juste un personnage. Et j'ai juste mis dans le délire, je vais jouer ce personnage. Et je n'ai aucune haine vis-à-vis de quelqu'un, j'ai qu'une envie de blesser. C'est juste, je me dis, tiens, si je jouais une fois un personnage comme ça, comment ça va se faire? Combien de temps je vais survivre? Surtout Warhammer 44, tu meurs très vite. Et après, je vais refaire un autre personnage, je vais peut-être faire un orc, je vais peut-être faire un Eldar. D'ailleurs, l'Eldar, j'ai mis une option dessus. Voilà. Et donc voilà, c'est où peut-on estimer que dans ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est quelque chose de négatif alors qu'on le fait juste pour jouer, pour s'amuser, sans volonté de blesser, mais juste pour créer quelque chose. Et échanger avec les autres, c'est très important. Alors justement, ça c'est un bon point, justement c'est l'échange. Et par rapport au cliché, à la limite, effectivement, le problème c'est moins le cliché, de jouer le cliché en soi, c'est plutôt, j'ai envie de dire, l'intention et le contexte. Quelqu'un qui joue le cliché par pure ignorance, parce que, bah voilà, et qui sent, enfin, oui, par pure ignorance et avec qui le dialogue se fait pas, là ça te pose problème quand même au bout d'un moment, parce que là il va y avoir ça peut heurter, et puis là, pour le coup, le fait de s'amuser, au bout d'un moment, ça risque d'être plus le cas, parce que bah, il y aura des personnes en face qui seront heurtées par le comportement de ce personnage et joueur. Et du coup, bah, ça risque de poser problème. Et alors après, effectivement, par C'est pour rapport à ça ce que qu'on tu a dis, des arbitres. S'il y a un problème, on a des oui, arbitres. ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est pour ça que je disais, en tant que MJ, moi je veux bien qu'on fasse un peu n'importe quel rôle, mais que ça soit toujours dans le respect de l'autre, et que, ouais, que ça soit dans l'empathie surtout. Donc le cliché, à la limite, qu'on veuille le jouer, oui, mais que ça soit dans l'assurance que faut que l'intention et le contexte soient clairs et ne soient vraiment pas blessants. Et si ça l'est,
qu'on puisse en parler pour mettre les choses à plat et pour être sûr que personne ne soit heurté. Et après, peut-être une différence peut-être par rapport à ce que tu dis entre le GN et, peut-être le JDR sur table. Le GN, alors, j'ai jamais fait de GN, donc tu me dis hein, si je me trompe, mais a priori, GN, on est quand même beaucoup plus nombreux qu'en JDR sur table. J'ai scénarisé pour 1000 personnes, donc oui. Voilà, voilà. Donc là, oui, là pour le coup, quand tu imagines une scène ou quoi en GR, tu vas pouvoir plutôt modéliser une mini-société parce que vous êtes tellement nombreux. Et là, pour le coup, oui, là, vous allez pouvoir faire des clichés parce que bah, le cliché aura son pendant pour le coup. Sur une table, autour d'une table où on est 5-6, s'il y a un cliché, le pendant il y aura peut-être pas son pendant, et du coup, effectivement, on aura une espèce de déséquilibre au niveau peut-être un peu de la représentation ou quoi, qui fait que du coup, le cliché va avoir un poids en fait beaucoup plus important que toi, par exemple, dans ton cas du GN, où bah, c'est un cliché qui est noyé dans peut-être 50 ou 1000 ou 100 autres personnages, du coup, le cliché, il va pas avoir un poids énorme. Mais si c'est un personnage cliché sur 6, là, d'un coup, il va avoir une place et une importance beaucoup plus grande. Et du coup, là, ça fait du coup, c'est un sujet beaucoup plus peut-être plus imposant, quoi, plus lourd. Mais Je après, dois, oui, oui, pardon, vas-y. je dois attirer votre attention sur le fait qu'il nous reste moins de 20 minutes et qu'il y a de demandes pour aborder d'autres tabous dont on n'a pas parlé, notamment celui de la Je me religion. retire alors. On en rediscutera une autre fois si tu veux bien, Victoria. Ça marche, avec plaisir. Bisous. Alors, du coup, Dragan, oui, tu te disais. Ah, Nicolas, pardon. Justement, c'était pour rebondir sur la question de la religion. On se demande justement comment on peut le représenter en tant que tabou, c'est ça? Mais comment, dans le JDR, la religion peut représenter un tabou? Peut-être comme, enfin, tu me diras si tu es d'accord avec moi, Kevin, peut-être comme dans la vraie vie, c'est-à-dire il y a différentes religions, on va vivre tous ensemble. Alors, peut-être que en parler, d'accord, mais avec certaines personnes, peut-être pas avec tout le monde, peut-être des gens qui vont, qui vont se vexer ou autre. Donc oui, la religion est un tabou. Après, les JDR suivent presque les mêmes tabous que le monde réel. Donc, on peut se poser la question, c'est vrai, mais pourquoi est-ce que ça, ce serait un tabou dans un JDR, alors que dans la vie, on sait pourquoi? Mais pourquoi est-ce que dans un JDR, on aurait un tabou effectivement? Et la religion, c'est une bonne je trouve ça que je trouve que c'est une très bonne question, la religion. Pourquoi, est-ce que dans un JDR, la religion sera un tabou? Et d'ailleurs, la religion dans le JDR, elle se manifeste dès la sélection des classes. Ben, moi, je veux être un prêtre, une prêtresse de ça. Et en fait, personne dit ah bon, tu fais ça comme religion? Ben, moi, ça m'offusque un peu. En fait, ben, justement, les classes, elles sont des fois fondées sur les religions, justement, sur la religion qui est un énorme tabou dans notre monde. Et je trouve ça très bien, justement, que dans le JDR, il y en ait de la religion. D'ailleurs, il y en a dans j'ai jamais fait un JDR où il n'y en avait pas, du coup, excusez-moi, j'ai jamais fait de JDR où il n'y en avait pas et en fait, ça n'a jamais posé de problème, alors que dans la vie, je connais beaucoup de personnes que ça dérange énormément, hein, d'en parler, la religion. Alors, c'est vrai que, personnellement, pareil, la plupart des JDR que j'ai joués, la religion fait partie de l'univers. Donc, c'est pas forcément un tabou en soi, le fait d'être religieux. Après, par contre, d'un point de vue mécanisme, tout ça, pour créer du tabou, on peut créer, par exemple, des divinités qui sont acceptées et d'autres non. Voilà, peut-être qu'il y a des... Alors, par exemple, un, ce sera très caricatural, mais bon, tant pis. Par exemple, vénérer une divinité maléfique, ça peut être tabou pour le coup dans un univers, parce que bah, c'est le mal, on va pas vénérer Satan, vraiment, voilà. Donc on peut créer comme ça des tabous autour de la religion. C'est vrai que la plupart du temps, les JDR sont plutôt ont des univers où la religion, où les religions sont des religions polythéistes, avec une pléthore de dieux. Du coup, c'est vrai que c'est pas du tout s'il existe un tabou, ce sera a priori pas le même que le tabou dans la vie réelle, parce que la plupart du temps, nous, on vit quand même, enfin, en tout cas en France, on vit dans une société où les religions les plus importantes sont des religions monothéistes, qui ont du coup pas du tout les mêmes problématiques que la religion polythéiste. Après, je sais pas, peut-être qu'il existe des univers de jeux, ça j'avoue, je ne sais pas. Peut-être s'il y en a des plus expérimentés qui peuvent prendre la parole après sur ça. Peut-être qu'il existe des univers de jeux où du coup la religion n'existe pas du tout et être croyant, être religieux du coup est vu bizarrement et du coup ça pourrait être un tabou.
Voilà. Après, peut-être, faut voir aussi. Moi, je sais que j'aime pas mal dans les jeux, notamment les jeux type Appel de Cthulhu, ou alors là, je viens de créer un personnage pour Deadlands. J'aime bien faire les fervents croyants catholiques, vraiment bien, bien, qui dès qu'ils peuvent placer Jésus, ils le placent, quoi. Et alors moi, alors c'est vrai que souvent c'est dans une intention plutôt un peu comique, voilà, pour amener un peu d'humour, tout ça. Mais ça peut poser la question voilà, de la religion, comment on en parle. Est-ce qu'on peut l'exprimer totalement à fond comme ça? Est-ce que ça gêne les autres joueurs? Ou est-ce qu'il faut être comment dire, avoir un ton moins assertif? Voilà, alors c'est vrai que personnellement, j'ai pas forcément eu d'expérience où la religion était un tabou. Mais après, je pense que oui, effectivement, il y a plein de mécanismes qu'on pourrait mettre en place pour que la religion devienne, ou en tout cas certaines religions deviennent des tabous. Oui, je suis carrément d'accord avec ce que tu dis. Et pendant que tu en parlais, j'ai pensé justement, j'imaginais justement les tabous qu'on pourrait montrer à travers la religion dans les JDR. Par exemple, si je joue à Warhammer et que je joue un elfe qui vénère le chaos, et on pourrait me dire, eh ben, du coup, tu vénères par exemple Slaanesh, par exemple, Slaanesh qui est particulièrement friand des âmes des elfes dans Warhammer. On pourrait justement, ben, ça, désolé, c'est un tabou. D'ailleurs, attention, c'est pas qu'un tabou, ça, c'est vraiment quelque chose de très grave, hein. Et du coup, oui, effectivement, les religions, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez dans les JDR des religions en tant que tabou. C'est souvent accepter, par exemple, certains paladins sont en communion avec Dieu, pas tous, hein, pas tous, mais certains. Et ben, en fait, ça pose pas tant de problèmes que ça. Comme tu as dit, tu as pris un exemple classique, mais justement, les exemples classiques qui sont super intéressants parce qu'on peut aller contre, hein. Et comme tu as dit, le mal et le bien, ben, évidemment, là, c'est un tabou, mais il y a plein de petites divinités peut-être entre qui sont également tabous peut-être. Et justement, il y a plein de manières de montrer les tabous dans les JDR par rapport à la religion, et je trouve qu'ils ne sont pas assez exploités, ces tabous de la religion dans les JDR. Alors, il y a eu une conférence table ronde sur la religion, les foi, les croyances. On la publiera sur le site de la FJDR. Concernant les religions, moi je me suis posé des questions sur comment j'allais aborder ça parce que j'ai eu envie de faire un jeu d'exploration historique, donc qui se passe dans notre monde. Et plus on va aller dans le passé, plus on va se retrouver à des situations où il y a des mouvements de foule, des seigneurs qui sont quelque part téléguidés par des personnages religieux. J'ai même eu recours à un PNJ qui est un personnage connu. Alors pour la version éditée, je changerai son nom, mais si vous connaissez Richard Dawkins, il a écrit Pour en finir avec Dieu, vendu à des millions d'exemplaires. Donc il est là pour mettre un peu le boxon, alors que j'ai un PJ qui lui est brésilien et croyant. Donc tout ça, ça crée de la friction. Et plus on va dans le passé, je ne vais pas spoiler, mais à force que les personnages vont aller dans le passé, ils pourraient très bien se retrouver au moment où on va poser quelqu'un sur une croix. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on a le droit d'y toucher? Est-ce qu'on a le droit de jouer avec? Je me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Donc, je crois qu'il y a un tabou avec ça. Et que si je vais dans cette direction-là sur les campagnes qui sont en playtest, eh bien, j'aurais intérêt à sonder mes joueurs. Et en plus, on se rend compte que, alors qu'on est dans une situation où on a assez peu de manifestations pour dire Dieu existe, une autre religion existe. Enfin, on, après, la foi, c'est quelque chose qui est plutôt intérieur, mais même s'il y a des documents, des gens qui ont été sanctifiés, des trucs qui sont rédigés, contrairement à du jeu de rôle, la religion, elle est souvent utilisée pour des bénéfices. On a des pouvoirs, on a des choses, donc ça se voit tout de suite. Et finalement, dans le jeu de rôle, ça passe crème, si je puis dire, alors que sur un jeu histo, les sujets religieux, qui manifestent pas d'avantage pour les personnages peuvent devenir compliqués. Et donc, en fait, on va être beaucoup plus tolérant pour la religion parce que c'est de la fiction que pour des sujets qui nous ramènent à nous. Donc, la porosité entre la fiction et notre conscience, c'est quelque chose qui existe. Alors, on peut essayer de chanter. Moi, j'essaie au maximum de plus être dragon quand je joue et de laisser le personnage s'exprimer, mais il reste toujours un petit quelque chose. Justement aussi, je pense que si autant d'univers de JDR justement utilisent des religions plutôt polythéistes, c'est peut-être justement pour éviter ce tabou de la religion monothéiste et notamment de la religion chrétienne en tout cas, parce que bah,
on refait quoi à la patate chaude anglo-saxonne protestante. Ouais, et puis Et, et donc je pense qu'effectivement, peut-être que c'est peut-être aussi un moyen effectivement d'esquiver. Et c'est vrai qu'on se rend compte du coup que la question de la foi, tout ça, finalement, comme on se met dans un univers où il y a voilà, il y a plein de dieux différents, c'est quelque chose qu'on a tendance, c'est vrai, à survoler. En tout cas, moi personnellement, en JDR, c'est vrai que la question de la foi, de la religion, des possibles rivalités entre religions, et aussi la question, par exemple, dans Donjon, les divinités ont des alignements. Une divinité neutre, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, on a peut-être dans notre inconscient imaginaire, on a plutôt le côté bien et mal. Donc le bien, c'est genre la justice, ok, enfin voilà. Et le mal, c'est le meurtre, c'est la torture, tout ça. Donc une divinité neutre, c'est quoi? Et ça veut dire quoi? Et du coup, vénérer une divinité neutre, ça veut dire quoi? Parce que d'un point de vue, on a ce lien normalement entre divinité et moralité. Et là, une divinité neutre, bah, du coup, ça peut être un peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai que c'est. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un sujet, en tout cas personnellement, dans mon expérience, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a tendance à plutôt à survoler. on a eu le témoignage de Max tout à l'heure qui faisait des corrélations avec le GN. En fait, même dans des univers de fiction, dans le cas du GN de Conan, on a les Aquiloniens qui vénèrent un dieu unique et qui font leur travail de prosélytisme pour empêcher les autres de croire à plusieurs dieux. Donc ça existe quand même en fiction, c'est le seul exemple qui me vient en tête. Je crois aussi que dans Warhammer, il y a quand même une équipe, enfin une religion qui est pas très très souple avec les autres. Voilà. Alors, je vais pas tenter de prononcer ton prénom, parce qu'il est écrit en cyrillique et je ne sais pas le cyrillique. Ouais, je suis désolé, je viens de voir que c'était écrit en cyrillique, j'avais pas fait gaffe. Ça s'est fait Isoux, ça. Bonsoir. Ouais, pour rebondir un peu sur les religions comme source d'inspiration, dans moi, ce que j'écris, donc qui n'est pas du tout publié, hein, ça reste dans le groupe de potes, les religions, c'est clairement mon inspiration numéro une pour écrire, et pour écrire des sociétés suffisamment différentes pour pas trop se ressembler. Et il y a un peu de tout, quoi. Il y a l'ecclésiarchie un peu très énervé, typé chrétienté et inquisition espagnole. Et là, bah, des tabous, il y en a beaucoup. Typiquement, si un personnage se déclare athée en place publique, il y a des chances qu'il finisse sur un bûcher. Voilà. Plus à côté, il y a une autre croyance pas loin, qui sont évidemment traités d'hérétiques par la première, qui eux n'ont pas vraiment de Dieu, mais croient en une espèce de sagesse désincarnée. Voilà. À côté, enfin plus loin encore, il y a des elfes qui sont polythéistes, etc., etc. Et je trouve que ça permet de vraiment tisser des relations entre cultures en fait, et de créer de l'histoire là-dessus. Ah oui, clairement, de toute façon, les religions, elles ont eu un tel impact sur nos vies, sur nos sociétés à nous, que clairement, pour la fiction, alors moi déjà, bravo, parce que j'admire toujours les gens qui créent leur propre univers, qui écrivent leur propre jeu de rôle. J'aimerais peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas mon cas. Et donc oui, clairement, ouais, totalement d'accord avec ton intervention. Et alors Nicolas, tu voulais dire quelque chose? Non, c'était pour dire que je suis complètement d'accord, que depuis tout à l'heure, on parle des collectivités et autres qui se fondent sur le tabou, et là, on parle des collectivités qui se forment sur, en fait, littéralement sur un tabou, sur la religion. Du coup, enfin, je ne sais pas comment ça marche dans ton JDR. Est-ce que, du coup, je me permets de te poser la question, est-ce Vas-y, que vas-y. merci, est-ce que les religions des autres peuples ou factions, je ne sais pas comment tu les appelles, est-ce qu'elles sont tabous pour les autres? Du coup, tu parlais des- de, de peuples qui appelaient les autres, qui les caractérisaient d'hérétiques, etc. Est-ce que ce sont des tabous entre eux qu'ils ont? Alors, pour les premiers, oui, clairement, c'est tabou. Mm. C'est-à-dire que n'importe qui pense un peu différemment va être très vite traité d'hérétique et condamné à mort. Chez les autres, pas forcément, et peut-être moins. C'est-à-dire il y a vraiment qu'un peuple que j'ai écrit vraiment chrétien très énervé, quoi. Donc les autres sont un peu plus détendus. Cependant, ça n'a pas empêché un groupe de PJ de se faire exiler à vie de chez les elfes pour avoir violé un tabou.
dont ils n'étaient pas au courant et dont ils ne pouvaient pas être au courant parce qu'ils ne sont pas elfes eux-mêmes, quoi. Et oui, le problème des tabous, si on ne les connaît pas et qu'on fait la bourre dans une collectivité, oui. Ouais. Mais du coup, justement, tout ça, ça aide à mettre beaucoup, beaucoup de réel dans les collectivités. Clairement, puis ça fait du scénar, quoi. Ah oui, ah oui, C'est des retombées que j'ai pas à écrire parce qu'elles sont toutes seules finalement. ah oui, ah oui. Ouais. Encore une fois, vraiment une utilisation ouais, du tabou qui permet effectivement d'enrichir l'univers et d'enrichir les scénarios. Et alors, il nous reste tout juste 5 minutes, donc je voulais vite fait parler peut-être pour faire un petit lien entre ici ce thème de la religion et tout ce qu'on a parlé tout à l'heure de la mort du PJ, qui est le thème de la résurrection. Parce que ça, pour le coup, on a quand même tendance souvent à prendre ça bah, pour acquis. Bah, genre, oui, bon, ok, ça va, on est en niveau 5, c'est bon. Notre prêtre, c'est bon, il peut nous c'est bon, il peut me faire revivre si jamais je meurs, c'est pas si grave. Mais du coup, voilà, est-ce que vous, en tant que MJ ou en tant que joueur, vous acceptez que la ressuscitation se fasse sous condition ou se fasse peut-être pas quasiment pas, carrément pas? Et par rapport justement aux religions et la place et le roleplay autour de la religion, moi je sais que j'ai joué une prêtresse. Et en fait, alors moi c'était vraiment niveau roleplay, pour elle justement la résurrection était un tabou. Parce qu'en fait, dans son background à elle, elle avait eu tellement de morts autour d'elle, enfin elle était orpheline, et puis enfin voilà, elle avait tellement eu de morts autour d'elle que d'avoir ce pouvoir-là de pouvoir faire revivre les gens après la mort, c'était pour elle un tabou total parce que c'était une responsabilité qu'elle n'arrivait pas à gérer. C'était un poids qui était trop lourd par rapport à sa propre vie à elle, voilà, ses traumas qu'elle a eus. Et du coup, en fait, faire revivre les gens, pour moi, pourtant, c'était mon rôle, hein. J'étais le healer, j'étais la prêtresse, donc voilà, c'était mon rôle. Mais faire ressusciter des gens, c'était vraiment pas, pour le coup, pour mon personnage, c'était vraiment un tabou. Parce que, voilà, à cause de son background, tout ça. Donc voilà, la résurrection, alors. Vite fait, Nicolas, qu'est-ce que t'en penses? Alors oui, je suis d'accord. Des fois, d'ailleurs, pour les joueurs, tout l'intérêt de vénérer un dieu, c'est d'être réincarné plus tard, bon, en démon, en élémental, tout ce qu'on veut, hein. Et comme tu dis, c'est marrant parce que ça s'oppose un peu à ce que tu disais, le tabou de ton personnage à la nécromancie, qui justement, eux, ben, c'est leur métier en fait de faire ça. Et oui, on peut évidemment se poser la question, est-ce que la résurrection dans un JDR se pose? Alors oui, la résurrection dans un JDR, c'est génial puisqu'on perd son personnage, mais en fait, on continue. Mais c'est vrai qu'est-ce que c'est un tabou? Et oui, pour certaines populations, ça va être un tabou. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, au niveau personnel, ça peut être un sujet très sensible, la résurrection. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, parce que en plus, alors pour le coup, c'était dans Donjons et Dragons 5e édition. Et donc du coup, c'est un univers où la résurrection, on peut carrément aller payer. C'est genre, on peut carrément aller dans un temple, genre c'est bon, j'ai 500, j'ai 500 pièces d'or, enfin j'ai un gros diamant, allez, on me ressuscite s'il vous plaît. Et donc d'un point de vue, euh, par rapport au background qui était de mon perso, donc, qui était orpheline, qui était d'un background très modeste, enfin très pauvre, cette idée-là que juste, il y a des gens, en fait, ils sont tellement riches qu'ils peuvent être ressuscités, donc du coup la mort pour eux c'est rien. Et au contraire, il y a les gens en bas qui eh ben, ils se font piquer par une mouche et puis bah, c'est fini. Et puis il y a toute leur vie et puis leurs enfants, c'est fini, ils vont terminer dans la rue. Donc du coup, voilà, ça a créé un tabou autour de la résurrection. Et puis après, évidemment, cette histoire de la résurrection, ça fait écho à ce qu'on avait dit tout à l'heure par rapport à la mort du PJ et bah, les enjeux que ça peut créer dans la partie. Il reste un tabou qu'on n'a pas évoqué, on n'aura pas le temps de le développer. Ça va être le tabou, alors on en est confronté dans les jeux histo, c'est par rapport à des choses qui ont eu lieu dans l'histoire de notre monde, comme l'esclavage ou des choses comme ça, donc c'est très compliqué, notamment aussi sur des questions de peuple. C'est-à-dire que moi qui bosse sur un jeu d'exploration historique à la recherche de l'art, j'ai une part de moi qui me dit que je ne dois pas essayer de faire un scénario qui pourrait se passer en Afrique, parce que je suis pas légitime, parce qu'il y a des tas de choses que je comprends pas. Mais d'un autre côté, je me dis que si je ne garde pas un volet de cette recherche à travers les âges de l'art, et que si j'écarte l'art africain pour la raison que j'ai évoquée précédemment,
Du coup, je fais une espèce de... Alors, c'est pas le sexisme à l'envers, mais ce serait ne pas honorer. Donc, d'un côté, je suis partagé entre la peur de mal faire et de se tromper, et puis d'un côté, ne pas vouloir ignorer une richesse qui existe. Voilà, je vais vous proposer, Nicolas et Victoria, d'avoir un petit mot de la fin, si vous le voulez bien. Allez, je me lance encore une fois. Bah, mot de la fin, moi, je pense que le mot de la fin, je pense pour terminer vraiment autour du tabou, bah, c'est ça, c'est le dialogue. Vraiment, n'hésitez pas et surtout ne laissez effectivement, parce qu'on en a parlé vite fait un petit peu, je pense en tant que joueur, faut pas laisser toute la responsabilité au MJ. Faut aussi en tant que joueur, voilà, être partie prenante et être actif et voilà. Voilà, être actif dans ça et accepter voilà, de prendre des moments pour pouvoir discuter, échanger et mettre en place effectivement ce qui est acceptable ou pas, ce qui sera tabou ou pas, ce qui sera accepté ou pas, pour ensuite s'éclater et pouvoir vraiment explorer des sujets qui peuvent être très lourds, mais qui pourront se faire voilà, avec sécurité émotionnelle, tout ce qu'il faut, et passer un très bon moment. Nicolas? Alors oui, moi je suis entièrement d'accord, hein. Le JDR, déjà, ça se joue par la parole. Et si on peut faire de la parole sur le JDR, ben, ça permet de régler tout ce qui se passe dans le JDR. En fait, je suis entièrement d'accord avec Victoria. Oui. Écoutez, merci à vous, merci pour votre présence et on vous dit à très bientôt.